Carnet, regardez ma bibliothèque. Seul le Necronomicon a le pouvoir. Vous avez lu cet ouvrage? Non, bien sûr que non. Ce manuscrit a été perdu il y a des siècles. Non, c'est une erreur. Il n'a jamais été écrit. C'est pas dans le contrat que je rapporte 3 bouquins. Boris, aujourd'hui, tu nous présentes un chef-d'œuvre de la science-fiction. Absolument. En tout cas, moi, je considère comme un chef-d'œuvre, mais j'ai l'impression que je suis pas le seul du tout. Donc, effectivement, un chef-d'œuvre de la SF, et celui-ci, c'est Anathème. Ah, un peu plus proche, le micro, oui, un peu plus comme ça, plus droit. Plus comme ça va très bien? Ok, c'est bien. Donc, je vais vous parler d'un chef-d'œuvre de la science-fiction, et ce chef-d'œuvre, c'est Anathème, de l'américain Neal Stephenson. C'est un ouvrage qui a été publié en 2008 en anglais et traduit en 2018 par la collection Imaginaire chez Albin Michel. Alors, c'est notamment avec cet ouvrage que la collection Albin Michel Littérature Imaginaire donc s'est ouverte, et ce qu'on peut dire, c'est que l'éditeur a frappé un grand coup, un vrai coup de maître pour l'ouverture de cette collection dédiée aux cultures de l'imaginaire qu'on aime tant. Parle-nous de cet auteur, Neal Stephenson. Alors, Neal Stephenson, c'est donc un écrivain américain qui est né en 1959. Il a gagné juste tous les prix littéraires possibles. Alors, il y a le Locus, il y a le Hugo, enfin, ouais, je ne vais pas tous les citer. Il a tout gagné, quelquefois, plusieurs fois. Il est surtout connu pour ses romans comme Cryptonomicon, qui est un stupéfiant techno-thriller où on parle, bien sûr, de l'art de crypter des messages. Ah, c'est pas de la techno, c'est pas l'ordre sur les techno. Okay, pardon, non, là c'est plutôt la cryptomancie, si tu veux parler de science-fiction et de fantasy. Il y a un certain Alan Turing qui traîne ses guêtres dans ce roman vraiment assez halluciné et hallucinant. L'âge du diamant aussi, autrement, c'est un roman cyberpunk qui est vraiment complètement déjanté. Ou alors le samouraï virtuel qui est aussi appelé Snow Crash, et ça c'est un des romans les plus importants du courant cyberpunk. Ouais, c'est vraiment un grand de grand Neal Stephenson. Et puis là je vais vous parler d'Anathème qui fait clairement pas tâche dans sa superbe bibliographie. Bon, Anathème, ça parle de quoi, Boris? Alors, attention, accrochez-vous. On est prêt, t'es prêt? Accroche-toi, parce que d'habitude, souvent, c'est... Accrochez-vous, ça va être du sérieux. Sur une planète très semblable à la Terre, les civilisations humaines ont connu des flux et des reflux, mais n'ont jamais réussi à conquérir l'espace. La technologie est à peine plus avancée que la nôtre, et l'histoire, avec un grand H, se déploie sous le regard des monastères. Ceux-ci sont la seule institution stable sur des millénaires, et malgré leur mise à sac périodique, parce que bon, quand même, ces lieux continuent d'exister bien après que les pays naissent et meurent. Je peux me permettre juste un truc. Oui. Souvent, quand il y a des églises dans l'eau, ça part souvent en cacahuète. On est quand même d'accord ou pas? Alors, ça arrive assez souvent, mais ici, c'est pas le cas. C'est même plutôt l'aspect positif, on va dire, de cet univers. Je me suis dit, tiens, encore, ça va finir en inquisition ou un truc du style. Non, ça se saurait. Le traitement de la religion dans la science-fiction, c'est quand même plutôt bienveillant d'habitude, oui, c'est connu. Évidemment. Donc, je m'attarde quand même effectivement un petit peu sur ces monastères, parce que c'est un des aspects les plus importants du roman. Dans ces monastères, donc, les frères et les sœurs, oui, c'est mixte, vivent selon des règles très, très strictes, faites de nombreux interdits et de rituels, mais qui sont tous laïques. Il n'y a par exemple aucun instrument technologique qui est autorisé, à quelques très rares exceptions près, comme par exemple le télescope. Donc en gros, c'est technologie du Moyen-Âge, quasiment, avec 2-3 appareils qui sont très très avancés, mais presque rien. Aucun contact avec l'extérieur n'est permis, à part lors d'échanges de quelques marchandises réglementées. C'est-à-dire que les gens, ils se parlent pas, ils se touchent pas, il y a quelques mots qui sont échangés, c'est presque des listes qu'on coche, et puis une boîte qu'on pose, et puis c'est quasiment à ce niveau-là. Donc on peut dire presque aucun contact. C'est les monastères de l'époque, il me semble que dans l'ancien temps, c'était pas vraiment différent. Il y avait quand même les paysans qui travaillaient sur les terres, qui apportaient aux monastères, qui venaient avec les récoltes, tout de même. Et puis les petites paysannes aussi qui venaient dans le monastère pour n'allons pas sur ce terrain-là. Voilà, c'est un autre terrain, c'est de la science-fiction. Allons-y. Après, donc, les corvées, les frères et les sœurs consacrent leur journée à la pensée, à l'étude, à la philosophie, aux mathématiques, à l'astronomie, à la botanique, bref, à la découverte du monde, mais sans quitter le leur. Et on peut aller très, très loin en voyageant uniquement grâce à la pensée. Des monastères dédiés à la pure intelligence, sans aucune technologie et sans aucun contact avec l'extérieur, donc, ou plutôt si, avec des contacts, mais très rares. Imaginez ceci. Un monastère construit en cercle concentrique de plus en plus petit jusqu'au moyeu. Donc, exactement, on resserre. Dans le cercle extérieur, il n'y a aucun contact donc avec le dehors, avec les laïcs, sauf une semaine par année. Là, le public, et surtout principalement les moines, peuvent entrer, sortir, acquérir de nouveaux ouvrages pour se tenir un peu au courant de ce qui se passe, revoir leur famille, bref,
retrouver un petit peu la civilisation humaine. 1 semaine par année. Dans le cercle plus proche du centre, c'est la même chose, sauf que les portes, elles s'ouvrent vers le dehors et vers les autres cercles du monastère, mais qu'1 semaine tous les 10 ans. Si on se rapproche encore un petit peu du centre, c'est pareil, sauf que c'est 1 semaine tous les 100 ans que les portes s'ouvrent. Et au moyeu, au centre du monastère, ce n'est que tous les 1000 ans qu'un contact peut être établi avec les civilisations humaines et les autres moines. Il y a un effet de domino, c'est-à-dire que l'information, du temps qu'elle arrive, entre le moment où elle est rentrée à un bout et elle arrive à l'autre bout, il s'est passé cette période et c'est différent. C'est le téléphone arabe, mais version... Sur 1000 ans. Sur si 1000 tu ans, prends ouais. le cercle extérieur et le moyeu au centre, il faut 1000 ans pour qu'un message passe d'un côté ou de l'autre. Donc il n'est plus d'actualité au moment où il arrive. Plus tellement, encore que, mais plus tellement. Alors il y a de petits trucs, parce que de temps en temps, genre s'il y a le feu ou un machin comme ça, on voit qu'il y a des mécanismes qui sont prévus quand même pour pas faire les débiles. Mais enfin, de base, c'est ça. 1 semaine tous les ans, tous les 10 ans, tous les 100 ans, tous les 1000 ans. Intéressant comme point de départ. Quel effet cela peut-il avoir sur la pensée, sur la langue, sur la science, sur la conception de tout ce qui est? Invente-t-on jamais quelque chose de nouveau ou sommes-nous toujours dans la répétition? Comment pense-t-on lorsqu'on n'est pas perturbé par les turpitudes? Ouais, c'était dur à dire ça, perturbé par les turpitudes. Je suis content que ce soit toi qui doive le dire et pas moi. Et comment cette pensée évolue-t-elle sans apport ou parasitage avec l'extérieur? C'est ce qu'on va découvrir, le lecteur au travers du personnage principal, Fra Erasmas, qui se verra contraint de finalement quitter son monastère et de parcourir le monde pour résoudre un mystère qui met à mal l'intelligence supérieure des moines. Dans le chat, tout le monde est d'accord avec toi, tout le monde dit super lecture, il y a des gens qui disent que c'est quand même assez exigeant, il y a des gens qui conseillent de le lire en anglais plutôt qu'en français parce qu'il y a quelques problèmes de traduction en français, mais en tout cas tout le monde est d'accord avec toi. Je me pose juste une question, les gars qui vivent au milieu du cercle, ils vivent pas 1000 ans. Bah non, non. Alors c'est vrai, là aussi c'est un truc que j'ai pas signalé, mais on peut le dire. Il y a des espèces de boîtes à bébés. Si vous voulez que les gens à l'extérieur, donc ils abandonnent des enfants qui sont confiés au monastère, et en fait il y a une espèce de circuit qui se fait pour que des bébés soient régulièrement mis là où il faut dans les différents cercles, mais normalement c'est sans contact, c'est vraiment l'enfant qui arrive quasiment nourrisson jusqu'à... Alors effectivement c'était un vrai défi, je pense, la traduction de cet ouvrage. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a mis aussi 10 ans à être traduit, alors que Neil Stephenson c'est quand même un tout grand de la science-fiction. C'était à mon avis très très dur parce qu'il y a des jeux de langage, par exemple c'est pas les frères, c'est les fras. Voilà, il y a des petits trucs comme ça, un petit peu tout le long. Voilà. Bon, pourquoi il faut le lire ce bouquin, Boris? Alors, je vous ai parlé des monastères, mais ça, c'est juste en fait le point de départ de ce récit qui est vraiment vertigineux. Anathème est sans aucun doute l'un des ouvrages qui m'a le plus touché dans ma vie de lecteur. Carrément. Ah ouais, je vous le dis franchement, c'est un livre qui m'a vraiment bouleversé. Ce roman, c'est un hymne, en anglais anthem, anathème, voilà, il y a un jeu de mots, c'est un hymne à la beauté de l'intelligence, parce que oui, l'intelligence, ça peut être beau. C'est un ouvrage qui, sans jamais être pédant, peut passer un chapitre entier à vous parler de la poésie des triangles qui permettent de révéler le sublime équilibre de la nature. Je répète, un chapitre sur les triangles, et c'est pas chiant, c'est intéressant et c'est beau. C'est vraiment un ouvrage qui est exalté. On peut assister au débat endiablé entre des moines pensant que le monde des idées existe vraiment, et qui sont moqués par d'autres moines qui pensent que tout est immanent ou matériel, et tout ça, en fait, ça reste toujours lisible, même si vous avez jamais fait de philo de votre vie, ce qui est quand même, je trouve... pour l'instant, tu m'as un peu perdu. C'est un sacré accomplissement. Peu importe. Moi, les triangles, j'essaie de me rappeler. Vas-y, continue. Ne nous arrêtons pas sur les triangles. C'est très bien, je te recommande. Alors, exercice suprême de modestie, il y a au sein des moines un ordre dont le seul objectif est de rappeler ce qui a déjà été pensé ou fait. Et bon, ça, évidemment, ça parle assez à l'archiviste de formation que je suis. Imaginez que vous et votre pote, votre famille philosophique, vous passiez 150 ans à creuser un sujet, puis un jour, il y a un moine qui débarque, puis qui dit « Ouais, sauf qu'en fait, il y a Bob... Il a déjà travaillé sur le sujet il y a 1603 ans, et puis il a prouvé que c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Bisous, ciao, ciao. Anathème, c'est vraiment le nom de la rose de la science-fiction. J'allais dire, ça me fait vraiment penser au nom de la rose. C'est exactement ça, c'est carrément ça en fait. C'est comme le célèbre roman d'Umberto Eco. L'intrigue, elle est rondement menée, les personnages sont parfaitement écrits, on a de l'aventure, du mystère, des découvertes, des moments de tension et de réflexion. Ok. Mais surtout, Anathème, c'est un ouvrage qui va bien au-delà de tout ça pour célébrer la beauté, l'intelligence, le savoir, la connaissance. Alors oui,
effectivement, comme tu l'as signalé, c'est un roman qui est exigeant, qui est vraiment exigeant. Notamment parce qu'on ressent vraiment à plein le fameux vertige science-fictionnel. Vous savez, c'est ce moment de dépaysement absolu quand on est dans un ailleurs où on maîtrise pas du tout les codes. C'est d'ailleurs ce qu'on peut ressentir aussi quand on va dans certains pays très éloignés de nous culturellement. Si la thématique de l'intelligence a souvent été utilisée dans la science-fiction, elle est généralement toujours traitée comme une menace ou une souffrance. Il y a plein d'œuvres en fait où les personnages souffrent du fait de leur intelligence, où la plupart du temps c'est des super vilains qui vont raser le monde parce qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Il n'y a rien de tout ça dans Anathème. Dans Anathème, l'intelligence, elle est belle. Elle est célébrée pour elle-même, tout simplement. Alors, en conclusion, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut lire Anathème de Neil Stephenson. C'est un ouvrage majeur de la science-fiction. Il est totalement original. Il est tellement riche, tellement dense, tellement beau. Bref, un chef-d'œuvre. Merci Boris. Merci. J'ai envie de te lire, ça va te faire plaisir. Choupi314 qui nous dit « Je l'ai lu en bon prof de maths qui recherche des trucs sympas à exploiter, mais finalement, c'est juste un superbe livre à savourer. » Et ça te rejoint. Merci beaucoup. Merci. Tu vois la chance que j'ai toutes les 2 semaines de côtoyer quelqu'un comme Boris qui m'en apprend énormément. Mais est-ce que tu achètes les livres après? Est-ce que tu les lis? Alors, certains. Celui-là, Pas sûr. Les triangles, je suis pas sûr que je sois prêt. Mais non, je t'embête. Mais non, d'habitude, et même là, ça me hype bien, mais je joue... Je regarde des films, je regarde des séries, je lis des mangas. je partage ta travaille. Je peux pas tout faire. Moi, Laurent, c'est le cadre pour le jeu vidéo et pour l'actu manga. Voilà, je peux pas tout suivre non plus. Mais en tout cas, pour parler de films, si vous avez aimé Le Nom de la Rose, le bouquin ou le film qui est d'ailleurs très, très bon aussi. Non, mais il a l'air super ton bouquin. C'est vraiment dans la même tonalité. C'est qu'on va parler d'intelligence, de culture, de savoir, et ça va être beau en tant que tel. C'est pas juste des éléments de décor pour se la jouer. Donc, t'as Azriel 49, tu lui as donné envie de lire. Tu vois, cette chronique, elle existe pour ça. Génial. On va parler d'un autre truc qui se lit avec les yeux, mais où il y a moins de triangles. Et il y a Le Tizone qui te remercie pour cette chronique et les conseils. Donc, merci beaucoup, mon cher. Je me joins à lui pour te remercier. Moi, je me suis régalé niveau lecture. 3 mangas et un comics. Un comics qui sont bons, la pizza, vous allez voir, c'est un peu fin là. Alors, premier coup de cœur, c'est la nouveauté de chez Kana, Kujo, l'implacable de Manabe Shohei. On regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Brace yourselves. Non, c'est pas ça. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un jeu vidéo. Mon gars, si je relance, on va bien réussir à relancer le truc. Ah non, c'est Dead Space. C'est pas grave. Kick-moi la vidéo, je vais le montrer, je l'ai là, dans mes petites mimines. Il va la trouver, vous inquiétez pas. Ne vous fiez pas à ces images qui donnent envie et qui seront après d'un super remake. Non, j'avais voulu parler de Kujo l'implacable de Manabe Shohei. Je vous pose le pitch du bouquin. Taisa Kujo est un avocat atypique. Il ne s'intéresse qu'aux affaires complexes et ne défend que les malfrats et criminels tels que les Yakuza, au point qu'il est décrit comme un avocat véreux. Son objectif est de trouver une ligne de défense qui aura un maximum d'avantages pour le client qu'il défend. Le profil n'intéresse pas, son seul objectif, défendre son client, qu'importe s'il a fait le bien ou le mal. Manabe nous plonge dans un Japon qu'on ne voit pas, celui qu'on n'a pas envie de connaître. C'est un immense travail d'investigation pour dépeindre le monde de la pègre japonaise, mais pas du côté romantique des Yakuza qu'on a l'habitude de voir, non, du côté sale, du côté crade. C'est un récit qui est dérangeant, mais assez fascinant. Franchement, c'est une nouvelle pépite de réalisme et de noirceur pour moi. Je vais me lever, te passer pour avoir ton avis, Loïc. Hop. Ce que j'ai adoré, je vais vous prendre la première enquête, comme ça je vous spoil pas. La première enquête, en fait, c'est un type au volant qui a bu de l'alcool, qui est sur son téléphone et qui va shooter un père de famille qui avait un enfant derrière. Le père de famille va mourir, l'enfant perd la jambe. Et lui, où beaucoup de mangas nous mettraient dans ce côté moralisateur de dire « Ah, mais c'est un salaud !» Eh ben non, lui, effectivement, il va faire appel à notre ami Taisa, qui va le défendre et qui va trouver un problème. Ce père de famille, sur son vélo, c'était un type qui était suicidaire. Et du coup, tout son argumentaire, tout son plaidoyer va jouer là-dessus.
pour faire acquitter cette personne. Et c'est vraiment assez fascinant. La deuxième enquête, on est à un simple d'esprit que la mafia utilise comme mule et qui fait de la prison pour les autres. Et à travers plein de subtilités de tips, il va réussir à l'amener où il faut pour pas qu'il balance. C'est vraiment génial. Tu l'as entre les mains, Loïc. Moi, ce que j'aime, c'est que certaines planches, c'est quasiment de la photographie. J'ai l'impression qu'il a fait une photo et qu'il a crayonné de la photographie. Mais ça se fait, ça. Oui, mais là c'est vraiment assez impressionnant. J'allais le dire, je tombe dessus, mais on dirait une photo. C'est vraiment assez sympa. Restez avec nous plus tard dans le Sugus. Je vais vous le faire gagner parce que vraiment, il mérite. On va parler du deuxième bouquin qui m'a beaucoup plu cette semaine. C'est un manhwa. Donc manhwa, pour mettre le cadre. Donc c'est les mangas, entre guillemets, les bandes dessinées qui viennent de Corée. La contraction de manhwa pour le côté coréen. Ça s'appelle Léviathan Deepwater. C'est écrit par No Mi-young. C'est à la base un webtoon, pardon, qui a été adapté. Donc je vais vous le mettre. Tac. C'est super, c'est lancé. Merci beaucoup en régie. Alors là aussi, je vous raconte l'histoire. Le niveau de la mer s'est élevé pour recouvrir les continents. Sur une planète inhabitable où il n'y a plus terre ferme, la famille du jeune Bota vit sur un petit bateau et erre dans le vaste océan. Un côté un peu le film avec Kevin Costner. Waterworld, merci. D'étranges monstres habitent ces eaux hostiles. Un harponneur qui chasse en eau profonde peut être la proie d'un monstre à tout moment. C'est ceux qui n'apparaissent que la nuit. Il y a des monstres qui n'apparaissent que le jour. Les monstres ont un design assez sympa. Ce webtoon, à la base, passe par la case impression. Ça, c'est aussi maintenant de plus en plus la mode. Les webtoons qui cartonnent ont la chance d'être imprimés. C'est un nouvel éditeur papier qui s'appelle Kmix qui propose cette adaptation papier. C'est très coloré, c'est très dynamique et franchement... les webtoons, ils font du bien dans le paysage du manga et de la bande dessinée, je trouve. C'est une autre manière de consommer, d'attirer les jeunes vers la lecture. Et moi, je fais partie de ceux qui disent que tant qu'on lit, qu'importe le support, on lit. Et je trouve ça super. Et ça, c'est sympa que ce genre d'ouvrage réussisse à passer la case impression. C'est tout en couleur, allez vous voir. Moi, j'ai eu un autre gros coup de cœur cette semaine. Ça s'appelle Le péché originel de ta copie. C'est dessiné par Taizen 5, c'est édité par Pika. Alors, ça m'a mis le moral loin dans les godasses. Vraiment, c'est pas facile. On regarde un extrait. Lit des triangles, ça. Ouais. C'est vraiment une œuvre assez incroyable. Ta copie, je vous fais l'histoire. Ta copie est un petit extraterrestre qui arrive tout droit de la planète Happy pour répandre la joie sur Terre. Sauf que la première personne à lui tendre la main, c'est Shizuka, une fillette au visage infiniment triste. Aussitôt, ta copie se donne... Non, c'est pas celui-là, pardon. Aussitôt, ta copie se donne pour mission de lui rendre le sourire à l'aide de ses fantastiques Happy Gadgets. Il y a un côté Doraemon pour ceux qui connaissent, mais c'est pas du tout Doraemon. Mais le petit alien est loin d'imaginer la noirceur et l'environnement dans lequel évolue l'écolière. Avec plus d'1 million d'exemplaires écoulés, la série a émis le Japon et maintenant, ça débarque chez nous en francophonie. C'est une histoire forte, sans concession, dont on sort pas indemne. Franchement, c'est assez troublant en fait parce qu'il y a ce personnage que vous avez peut-être vu passer, une espèce de petit poulpe qui est vraiment très mignon, qu'on pourrait très vite on s'attacherait à lui, qui va tomber sur cette fille et je vous fais un peu juste l'histoire. C'est 2 tomes, c'est une série qui se finit en 2 tomes, c'est aussi agréable. En fait, sa maman est escort girl. Et elle a la malchance d'avoir pris dans ses filets le mari, le papa d'une autre élève dans qui elle est. Et du coup, cette autre élève, sa vie est un enfer parce que sa mère est dépressive, parce que son père gaspille tout son argent avec la mère de cette petite fille. Et du coup, elle la persécute, mais vraiment, elle la persécute version persécutage de masse. Et très rapidement dans le livre, en fait, son seul ami, c'est son chien que son père lui a laissé en partant, disant qu'un jour, je viendrai le rechercher. Et un jour, notre ami Happy va lui sortir, ta copie va lui sortir un Happy Gadget, une corde qui s'étend à l'infini, et que cette corde, elle va se suicider. Et il va comprendre... Parce qu'en fait, Happy, il faut comprendre qu'il ne comprend pas ce que c'est la méchanceté. Il découvre tout du monde, c'est-à-dire qu'à travers elle, chaque fois, il pense que elle s'amuse quand elle se fait taper et tout. Puis, grâce à un tour de magie, il avait fait une photo de cette fille 7 jours avant, et il peut revenir en arrière. Et il va essayer des centaines de fois de changer le scénario pour éviter qu'elle se suicide. Jusqu'à se rendre compte qu'en fait, la vie, c'est pas toujours Happy. Que, ma foi, il y a des choses qui dépassent largement, et je ne veux pas vous spoiler plus loin, mais il va se passer quelque chose de tragique qu'on n'aurait pas compris. Et ce qui est super, c'est qu'au début du livre, on déteste la camarade de classe qui la traumatise, qui la barre, on la déteste, et tout d'un coup, renversement de truc, on voit où elle vit, on voit quel est son quotidien, et on se dit, c'est quand même pas si simple, quoi. On s'attache très rapidement à la personne harcelée.
On déteste l'harceleuse, mais en fait, l'harceleuse, il y a quelqu'un qui la harcèle aussi. Franchement, il faut avoir un peu le moral, faut être bien pour lire ça, mais je te le passe aussi pour que tu feuillettes. Ouais, ça a l'air drôlement bien, ça. Ce qui est sympa, c'est que c'est 2 tomes, donc ça se lit assez bien. Ça change, 2 tomes. Et voilà, et comme il n'y a pas que les mangas dans la vie, et que si comme moi, vous êtes fan des Tortues Ninja, ben franchement, si vous avez qu'un truc à faire demain, c'est foncer vous procurer The Last Ronin de Kevin Eastman. Là aussi, je vous ai ramené une petite vidéo. Ça, franchement, comme le dirait les Jones, c'est de la balle bébé. Imagine, le clan Amato, n'est plus le clan Amato, c'est les tortues. Les Foot règnent sur un New York post-apocalyptique ravagé par les guerres civiles. Il y a un seul de la fratrie des tortues qui a survécu. Je vous dirai pas qui. Il rôde dans l'ombre, hanté par les fantômes des tragédies passées. La mystérieuse tortue se lance dans une mission désespérée pour venger l'honneur de sa famille disparue. Une tortue ninja, toutes les armes. Et ce qui est exceptionnel, c'est que dans chaque case, en fait, vous avez des bulles qui viennent de dehors. Et dans sa tête, c'est tous ses frères qui lui parlent tout le temps. Et c'est un discours à un personnage, donc le Ronin. Le Ronin dans la culture japonaise, c'est celui sans maître, celui qui marche seul, qui va rentrer donc en guerre contre le clan des Foot dans un monde post-apocalyptique, presque cyberpunk à des moments. Et avec une April vieillissante, vraiment un monde assez glauque. Mais ce qui est vraiment génial, le tour de force de ce bouquin, c'est vraiment de nous plonger au cœur de ce que sont les Tortues Ninja. C'est ce côté ninja, vraiment, à un moment, il veut se faire seppuku, parce qu'il pense que sa vie est arrivée au bout. Il y a vraiment un côté génial. Et quel kiff de voir une tortue ninja avec tout, lapsus révélateur, avec toutes les armes de ses frères. J'avais juste envie de prendre une seconde et de vous lire la préface, un truc de la préface qui m'a beaucoup touché. C'est notre ami Robert Rodriguez, un réalisateur qui est fan des Tortues Ninja, qui a signé la préface. Il dit « Je me souviens d'avoir été épaté par cette licence qui faisait un carton partout alors qu'elle avait été créée de manière artisanale et avait débuté par un comics book indépendant. Ça nous a ouvert de nouveaux horizons. On avait l'impression qu'on pouvait, nous aussi, toucher le grand public et laisser notre empreinte sur le paysage culturel. C'était une époque galvanisante pour nous en tant que fans de comics, films et dessins animés, mais c'est aussi en tant que créateurs en herbe. Et puis, mes 5 enfants sont à leur tour devenus fans. Pourtant, ils ont grandi à des époques différentes, avec des versions différentes de cette licence. Au sein de mon propre foyer, j'ai ainsi pu mesurer l'ampleur du phénomène intergénérationnel que sont les Tortues Ninja. Pour chacun d'entre eux, découvrir l'univers des Tortues Ninja via le médium en vogue à son époque a été comme un rite de passage. Et j'aime beaucoup ce que Rodriguez nous dit, c'est que les Tortues Ninja, comme d'autres, qui ont traversé comme ça des décennies, qu'importe le support, qu'importe le médium, ont réussi à toucher un certain public. Et là, franchement, on est vraiment pour moi dans un des plus beaux comics que j'ai eu l'occasion de lire depuis un petit moment. Alors que je suis très fan des Tortues Ninja. Il a eu une excellente presse, celui-là. On va pas se mentir. Et puis pour avoir des bonnes critiques sur les Tortues Ninja, il faut vraiment que ce soit très très bon, parce que d'habitude, les critiques, ils sont pas hyper fans de ce type de licence qui est surexploité. Surexploité, exactement. Et là, c'est vraiment une très bonne critique. Donc, je pense que ça doit être effectivement très très bien. Merci pour la découverte. Je te le prêterai avec grand plaisir. Volontiers. C'est l'heure de retrouver notre série Geekipédia. On t'en a parlé, Loïc. C'est l'occasion d'apprendre à parler geek. Aujourd'hui, un mot qui nous touche tous, c'est le mot haters. Les haters, les méchants. Écoutez, vous allez apprendre des choses. Quand vous comprenez pas. Geekipédia. Quand on ne sait pas. Geekipédia. Quand je me trouve nul. Geekipédia, le dictionnaire pour apprendre à parler geek. Comme ça, vous passez pas pour un glandu. Aujourd'hui, le mot haters. Les haters sont des personnes méchantes. Ils passent leur temps à dénigrer les autres, un sujet, une actualité, un film, en déversant leur haine sur les réseaux sociaux ou YouTube. Cette vidéo, c'est de la merde, j'ai perdu 3 minutes de ma vie. La raison de cette haine est souvent mystérieuse. Jalousie, besoin d'exister, esprit de contradiction, les profils sont nombreux. J'en peux plus de voir tes vidéos de merde et ta gueule de con dans l'actualité YouTube. Les haters ne sont pas des trolls, ils veulent faire mal, ils veulent prendre le dessus. Ces arguments sont souvent des exemples de mauvaise foi qu'ils vont pourtant défendre tel Perry Mason dans un tribunal. Le genre de chouin qui se retrouve à 30 ans seul avec son chat / enfant, dépressive et obèse avec la haine des mecs. Smiley. S'il arrive à court d'arguments, le hater va commencer à sortir du sujet principal de la discussion pour attaquer sur des sujets sensibles comme la famille, l'âge ou les compétences de sa victime. T'es nul, tu sais pas jouer, tu fais pitié, tu sais pas dessiner, t'es moche, tu choisis des choses pourries, t'as rien pour toi, suscite-toi, arrête YouTube, fais un truc mais arrête. Ils auraient l'air de quoi? Le mot hater vient du verbe anglais to hate qui peut se traduire par haineux, rageux.
Les haters sont souvent des personnes qui dans la vraie vie manquent de confiance en eux et trouvent une sorte de satisfaction à la méchanceté par écran interposé. Avec la multiplication des réseaux sociaux, des plateformes de partage de contenu, les haters ont trouvé une terre fertile pour grandir et se multiplier. Tels des chasseurs, ils traquent, ils rôdent à l'affût du moindre message qui va contre leurs idées pour sortir leurs plumes virtuelles et rabaisser leurs victimes. Des machins bien dégénérés. Ah ça c'est vrai, ils sont pas choucards. Il existe plusieurs types de haters. Le hater un peu con, c'est celui qui voudrait faire comme les grands et balancer un message méchant mais qui le regrette 30 minutes plus tard. Il se cherche encore entre le troll de base et le hater un peu con. Il n'a pas fait l'école de la répartie et se trouve à court d'arguments très rapidement, nocif mais pas dangereux. Le hater caractériel, c'est celui qui commence avec un message méchant et qui ne supporte pas qu'on démonte son argumentaire ou qu'on le troll. Il dégaine les insultes plus vite que son ombre et arrive à un tel point qu'il vous donne rendez-vous IRL, dans la vraie vie donc, pour vous péter la gueule à 21h dans le parc, parce que c'est un bonhomme. Je vais te casser la gueule. Je te casse la gueule. Putain, je pète un câble. Je vais te casser la gueule. Le hater érudit, c'est celui qui connaît tout sur tout, du foot en passant par l'art brut et les thés de Noël. Il a fait toutes les guerres, le tour du monde à peau de phoque, à la preuve que Armstrong n'a jamais marché sur la Lune. C'est le même qui va commencer par vous attaquer sur l'orthographe, bécherel en main, il va tenter de vous rabaisser avec son savoir pour éviter d'aller sur le fond de la question. Et pour finir, le hater sans âme, c'est celui qui ne lâche jamais un os après l'avoir déterré. Il prend du plaisir dans le mal qu'il fait aux autres, il tire sur l'animal blessé en se délectant de sa réussite. Rien ne peut le faire changer d'avis, il est prêt à mourir avec ses fausses idées et telle une goutte d'eau dans la mer, les défendra jusqu'à que mort s'en suive. N'aie pas peur, il est plus con que méchant. Passons aux quelques règles de survie élémentaires face à un hater. Établissons une règle. Numéro 1, dans la mesure du possible, gardez votre calme lors de votre réponse. Ne pas rentrer dans son jeu, le hater se nourrit des réponses faciles, d'insultes qui sortent la discussion du sujet de base. Il aime attirer ses proies sur son propre terrain de jeu. Comme un prédateur, il jouera avec vous avant de vous achever. Numéro 2, répondez complètement autre chose à chacun de ses messages. Parlez-lui du temps qu'il fait dehors, de votre repas de midi, de la fin de la série Lost, de votre amour inconditionnel pour les papyrus. Bref, prenez-le à son propre jeu. Vous allez par contre basculer dans la catégorie troll débutant, mais c'est un moindre mal. Numéro 3, négligez-le. Répondez aux autres commentaires sans prêter attention aux siens. Ne le nourrissez pas, sa faim va le rendre de plus en plus agressif. Le hater ne supporte pas qu'on l'ignore, ça le ronge de l'intérieur. En plus d'être solitaire dans la vie, il devient aussi un homme invisible de manière virtuelle. C'est le chemin le plus court pour la rédemption pour qu'il puisse redevenir un simple troll et continuer d'exister aux yeux du monde numérique. Ce qui nous amène à la règle numéro 4. Assez basique. En conclusion, n'allez jamais à un rendez-vous dans le parc à 21h, vous y serez bien seul. Juste, on est de retour. On est de retour. Je me tournais vers le Han Solo de la régie pour être sûr, je fais son Chewbacca. Bon, c'est l'heure de passer notre invité au tamis. On a un petit jingle avant que ce soit à toi. J'espère que t'es chaud. Je vais m'en occuper, moi, de votre invité. Prenez un chewing-gum. Oh non, merci. Ah si, prenez un chewing-gum, Émile. Allô, Carole, tu peux te laver les fesses, j'arrive. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. T'es malade. T'es malade. La chronique a fait réagir de Wikipédia dans le chat. Merci le Tizom. Je l'ai dit en intro, hein. Tu es programmateur au NIF, un des programmateurs. Non, on est toute une équipe. Toute une équipe, l'un des programmateurs du NIF, le Neuchâtel International Fantastic Film Festival. Je vais pas le dire souvent, je te le dis. Non, c'est on dur va à dire dire. NIF. Ça fait bientôt 15 ans que tu y bosses. Alors j'ai ramené juste une petite vidéo du festival. Comme ça, peut-être les gens qui nous suivent, qui n'ont jamais eu l'occasion malheureusement d'aller à ce qui est pour moi le plus beau festival de cinéma, vont pouvoir se faire une idée de ce que c'est et on parle de ça avec toi après. Fiction has a truth. Horror is very good to speak about the unspeakable. With the constant, bombardment of information that we have, horror, in a weird way, makes you empathize. I like to rescue that kind of stories because fiction gives them their truth again, which is a kind of a paradox, but I think that's why we need fiction. Vous êtes très fort pour les vidéos, je tiens à vous le dire. À part ça, toute la partie com que vous faites est vraiment, vraiment à l'image du festival. Présente-nous le NIF, s'il te plaît, Loïc. Moi, on a combien de temps? Fais-toi plaisir.
Donc le NIF, c'est un festival qui a été créé en 2000, comme tu le sais, vu que tu étais sûrement à la première édition, n'est-ce pas? Qui est consacré... Je suis un vieux, tu sais, moi. Moi, j'y étais pas, j'avoue. Mais qui est consacré au cinéma fantastique et au cinéma asiatique aussi, et aussi aux nouvelles technologies. C'est vrai qu'on aime bien rappeler en fait que dès le début du cinéma, avec Méliès notamment, le fantastique et les nouvelles technologies étaient vraiment très fortement liés. Et puis on aimerait montrer avec le festival comment en fait ça continue à irriguer en fait la création. À l'inverse aussi des fois juste de replonger un peu dans les techniques du passé et de voir comment ça peut quand même insuffler de la créativité via le vieux. Et historiquement, pourquoi Neuchâtel, à part le fait que vous êtes que ça a été créé à Neuchâtel, est-ce que cette ville a un écho particulier avec le fantastique? Il y a effectivement les automates, les noms m'échappent, Draw. Ouais. Leur nom de famille, et puis aussi toute une histoire avec Marie Chalet en fait, qui était venue dans la région visiter. On aime bien rappeler que ça a peut-être un peu contribué à la création de son œuvre Frankenstein. Après voilà, le NIF a son histoire aussi évidemment, mais c'est vrai qu'à la base c'était écrit à la Chaux-de-Fonds si je me trompe pas. Ouais. La ville du Corbusier. Voilà exactement, du haut au bas. Mais c'est une ville médiévale avec quelque chose d'un peu gothique aussi par endroits, donc je trouve ça s'y prêtait assez bien aussi. Et voilà, ça fait 25 ans bientôt que le festival fait frémir un peu les Châtelois et fait venir plein de gens de partout pour découvrir ce qu'on a proposé. La force du NIF, c'est le lieu qui est fantastique. Neuchâtel est une magnifique ville. Vous avez des cinémas qui sont très bien répartis, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie off. On pourrait l'apparenter un peu à un festival peut-être de musique. Et je trouve que c'est un des festivals de cinéma les plus accessibles pour les non-professionnels. Souvent, les festivals de cinéma sont souvent attirent les gens du métier, et puis en tant que public, tu as une ou deux soirées qui t'intéressent. Ce que j'aime avec le NIF, c'est qu'à ce côté, vraiment, tu pourrais, pour autant que tu as une sensibilité un peu pour ce cinéma-là, quasiment te faire toutes les projections avec des créneaux horaires qui sont intéressants. Ça a toujours été la volonté, c'est un festival pour le public. Exactement, et puis surtout de proposer la richesse du fantastique, ça tu l'as dit, c'est pour les gens qui aiment ce genre de créneaux. Mais en fait, c'est ce qu'on aime rappeler aussi, c'est que le fantastique peut se décliner, mais à l'infini. Donc moi j'aime beaucoup m'amuser des gens qui me disent moi j'aime pas le fantastique, qu'est-ce que c'est le fantastique pour toi? Et c'est une question qui est impossible à répondre, mais c'est juste aussi pour montrer qu'il y a tellement de choses différentes en fait que le fantastique, ces sous-genres peuvent recouvrir et ce qu'on tend à montrer au festival. Aussi en termes de géographique, de genre ou de sous-genre. C'est vrai qu'il y a de tout. Ouais, parce qu'il y a une belle représentativité. Autant, toi, tu es spécialiste dans le cinéma asiatique, mais il y a du cinéma des pays de l'Est, il y a du cinéma du pays du Nord, enfin Amérique latine. On l'a vu dans la vidéo qu'on a posée. Il y a aussi plein de concepts autour, de la VR, du gaming l'année dernière qui était présent. C'est aussi un festival qui se veut multimédium. En fin de compte, on fête tout ce qui est lié à l'imaginaire du cinéma fantastique plus largement. C'est ça, parce que tout s'alimente, comme Boris le sait très bien. Boris qui anime d'ailleurs des tables rondes au NIF. Exactement, c'est comme aussi des forums littéraires, aussi consacrés à une nouvelle forme de narration, etc. Mais c'est vrai que la pluridisciplinarité... c'est des mots de merde, t'inquiète pas. C'est pluridisciplinarité. Bravo. Merci, toujours il faut être posé. Un élément clé du genre, en fait, des imaginaires. C'est vrai que tout s'alimente, tout se répond d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup illustrer au festival. Parlons un petit peu de l'édition 2023. Vous nous préparez quoi? C'est un peu tôt, là, je vais pouvoir te dire des choses. Dans la limite du... Donne envie à nos viewers de déjà réserver leur billet de train. Donc là, on travaille activement sur la programmation. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait jusqu'à début juin, donc jusqu'à après Cannes. On dépend beaucoup des marchés, en fait, des nouveaux films pour amener du contenu au festival. On travaille aussi sur des rétrospectives. Donc là, on est en train de discuter avec des invités potentiels. Il y a une thématique, il y a un fil rouge qui se dégage de cette édition, mais qui est secrète. Clair, exactement. Ok, tu reviendras nous en parler. Exact, avec grand plaisir. Mais du coup, voilà, on établit en parallèle des programmes rétrospectifs. On essaie de faire venir des gens, de les convaincre de venir comme les auditeurs là maintenant à Neuchâtel, et ce qui amène aussi une forte plus-value. C'est vrai qu'il y a aussi le rôle des festivals, en fait, de pouvoir créer des ponts entre les invités et les festivaliers, de pouvoir créer ces contacts et puis d'avoir les créateurs et créatrices en fait qui viennent parler de leurs œuvres. Ouais. C'est vraiment la richesse absolue des festivals. Et toi, du coup, qui est à la programmation, c'est quoi les tendances actuelles qui se dessinent dans le domaine du cinéma fantastique? Tu vois quelque chose un petit peu sortir, on se dira, tiens, il y a eu l'époque 2010, qu'il y a eu quelque chose, puis là, tout d'un coup, l'époque 2020. Est-ce que tu vois une tendance arriver fortement? Une bonne question. On essaye. Non, alors je ne sais pas si actuellement j'arriverai à distinguer quelque chose de très précis. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sorti d'autres choses qu'on aimait peut-être un peu moins aussi, par exemple la mode du POV, du point of view, donc ces films à la REC et compagnie qui étaient là, vraiment filmés, caméra sur le point. Exact. Donc ça a vraiment beaucoup été vu dans les années 2000, début 2000, accompagné aussi de la vague du torture porn. Ouais.
qui est donc cette vague de films ultra violents où on exerce vraiment la violence à tous les niveaux. Donc ça, c'est aussi un petit peu éteint, fort heureusement, parce qu'on en avait un petit peu marre. Ouais, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Et c'est vrai que des fois, tu regardes des films dans le train et tu baisses la luminosité de l'écran, tu baisses l'écran pour... C'est hyper anxiogène, l'ambiance est anxiogène. Ouais, parce que la grand-mère à côté de toi dans le train, elle veut pas avoir ça. C'est clair. Mais non, c'est vrai que ces temps, j'arriverais pas à distinguer un élément particulier qui... Mais c'est plutôt un cinéma qui te plaît? Tu trouves que le cinéma va dans le bon sens? C'est la nouvelle vague de réalisateurs a l'air de faire du bon travail? Oui, et puis c'est vrai que on parlait avant des plateformes, en fait, c'est aussi des opportunités pour des gens qui ont fait peut-être 1 ou 2 films, ou même pas encore de long métrage, de trouver peut-être parfois des financements, des nouvelles formes de créer. Et c'est vrai qu'avec le numérique, forcément, a énormément démocratisé en fait, la création filmique. Donc, depuis 20 ans maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile de faire un film. Et je dis ça, mon Dieu, je pense qu'il y a des gens qui vont me tuer. Non, mais bien sûr, mais t'as raison. Quand même. Non, mais t'achètes plus la pellicule, quoi. Je veux dire, tu peux le monter tout seul. Sauf Christopher Nolan et Tarantino, mais évidemment. Effectivement, maintenant, c'est quand même... Mais comme pour la musique, hein, d'ailleurs. Exact, ouais. Donc on voit plus de films peut-être, pas amateurs, mais indépendants qui se fait avec 4-5 personnes, qui ne veut pas dire que c'est des films ratés pour autant, mais vraiment on voit qu'avec des toutes petites équipes et des bonnes idées, c'est vrai qu'un des films que j'ai trouvé excellent peut-être il y a 2 ans, Beyond the Infinite Toilet, c'est un film japonais aussi, tu sens qu'ils ont 3 francs 50 pour faire ce film, mais il y a une telle générosité, de tellement bonnes idées que ça fonctionne, quoi. Ça dure peut-être 70 minutes, c'est très court, mais c'est efficace. C'est carré, c'est hyper inventif, et puis c'est ce que nous on recherche aussi beaucoup au festival, c'est trouver ce genre de on peut film, peut-être aussi parler de l'accessibilité à du matériel aujourd'hui de pointe, hein. On peut quasiment faire un film avec un smartphone, ce qui a aussi pas mal changé la donne. Alors peut-être qu'on est un peu nostalgique du 8 mm ou comme ça, mais aujourd'hui il y a tellement de fils, tellement de trucs en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donné les outils à des gens, peut-être les idées tout le monde en a eu depuis des décennies, mais il n'y avait pas forcément la possibilité de les réaliser, et là aujourd'hui on voit aussi tout plein et aussi de réalisateurs qui ont été biberonnés à du cinéma. L'accessibilité grâce aux plateformes donne des idées, donc ça c'est quelque chose que tu vois vraiment dans tout ce que tu as l'occasion de voir dans les films, cette nouvelle vague. Puis aussi la tendance marvelisante, disons, du cinéma, où on voit par exemple en Indonésie, ils ont aussi des immenses franchises de comics. Je ne sais pas si vous connaissez Bumi Langit. Non. Et puis depuis 2019, ils ont commencé à faire leurs propres adaptations au cinéma. Donc Gundala était le premier film. Et puis là, il y en a un deuxième qui s'appelle Sri Asi, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Et c'est vraiment une approche assez similaire de ce que Marvel tente de faire. Ouais, bien sûr, mais avec une autre affinité. Ce qui fonctionne plus ou moins. Et puis il y a quand même l'aspect exotique de voir en fait, toute une tradition de comics qui vient complètement d'ailleurs, toute une culture différente, qui permet quand même d'avoir un souffle quand même nouveau. Mais c'est drôle de voir à quel point en fait c'est devenu un modèle qu'on applique à une autre échelle. Un modèle qui marche d'habitude, il est souvent réexploité. Je profite que tu sois là pour nous parler un petit peu du rôle d'un programmateur dans un festival comme le NIF, parce que j'imagine que certains nous regardent. On a peut-être tous rêvé de bosser dans un festival comme celui-ci. Ça représente quoi pour toi concrètement, l'investissement de temps? C'est quoi ton job concrètement? Quand j'explique à des gens que je suis programmateur, les gens pensent que je suis déjà un informaticien. Tu m'étonnes. Alors, pas ce genre de programmateur. C'est beaucoup d'admin en fait. Je vais arrêter de faire rêver les gens. C'est beaucoup d'admin, de prospection, de suivi, de rester en contact avec des boîtes, en fait, des gens qui représentent des films, avec des producteurs, des gens qu'on connaît, de gérer la gestion interne, etc., etc. Et évidemment aussi beaucoup de voir des films, mais qui c'est plus dans le temps libre que dans le temps. Voilà. Mais c'est pas, on est passionné, donc on le fait aussi pour ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement en termes d'heures de visionnement hebdomadaire, quotidien. Tu parlais de voir les films dans le train, donc du coup le fantasme aussi de dire que demain il est au Japon, après-demain il est à Séoul, et puis demain il est à Taïwan, ça c'est bullshit. Non, mais par contre c'est assez stimulant de se dire on a accès tout de suite à des choses, c'est encore plus maintenant, ou même des films qui sont montrés à Cannes. Je me souviens l'année passée, on a été surpris avec mes collègues, on nous a envoyé un lien d'un film qui va être montré à Cannes dans 10 jours. Ce qui, avant, m'était impensable. Puis petit à petit, en fait, il y a aussi des paradigmes qui sont en train de changer, fort heureusement. Puis, le NIF, c'est aussi un sacré festival, dans le sens où vous avez vraiment largement réussi à faire votre place en termes référentiels. Moi, j'ai eu la chance de le couvrir pour la radio. C'est vrai qu'on voit que vous avez des stars que peu d'autres festivals peuvent se targuer d'avoir. Vous avez une aura qui est quand même assez... Et avant les autres, souvent. Ça, avant les autres, c'est vrai. Non, franchement, il y a souvent, vous avez eu des stars avant qu'ils deviennent des stars au niveau international ou au grand public. Ou alors de revaloriser des gens qui sont des légendes du cinéma et puis qui sont ensuite...
voilà, plébiscité dans d'autres festivals. Ouais. Moi, je sais qu'il y a des gens, en tout cas, que je connais de mon entourage, qui sont pas plus cinéphiles pointus que ça, mais qui attendent la programmation du NIF pour découvrir. Et je pense que c'est là où vous êtes très fort, c'est dans ce côté découvrir. Tu as des derniers coups de cœur là pour toi, vraiment comme ça, à chaud, les trucs que tu as vus vraiment, où tu nous dis, ouais, ça vraiment, ça m'a mis une baffe de fou. Mais j'étais un petit peu déçu de 2022 pour être honnête. Okay. Parce qu'en général, j'ai toujours effectivement ces 5-6 titres qui sortent un petit peu de l'ordinaire, que j'aime beaucoup mettre en avant. Et c'est vrai que l'année passée, il y a plein de films que j'ai trouvé super, mais qui m'ont pas plus. Alors, du coup, dernier coup de cœur, si on remonte même un peu, vraiment le film, c'est une bonne question, genre de question aussi. La dernière fois où t'as eu peur. Souvent la question, quand je fais de la presse pour les livres, je suis là, je sais pas. Non, peur, je pense pas, mais un truc vraiment, peut-être que pour nos viewers qui peuvent aller voir. Un que j'aime beaucoup et qu'on n'a pas pu montrer au livre pour des questions de censure et d'accessibilité au film, c'est un film qui s'appelle Limbo, un film hongkongais, histoire de changer un petit peu. Il y a un jeu vidéo excellent qui s'appelle Limbo aussi. Tout à fait, mais qui n'a absolument rien à voir. Il est en noir et blanc, donc il y a il y a quand même. Donc un réalisateur que j'aime beaucoup s'appelle Soi Chang et puis qui a fait un polar urbain vraiment cauchemardesque qui est extrêmement poisseux et qu'on avait vu à Berlin en 2021 en ligne, du coup, vu qu'il était hybride mais surtout en ligne, et c'est très compliqué à voir ce film pour les questions de censure et autres. Ok, d'accord. C'est vraiment un film qui m'a estomaqué. C'est vraiment génial. Je sais qu'il y a des éditeurs français qui sont en train de travailler dessus, donc c'est pas impossible qu'ils sortent en DVD, Blu-ray ces prochains mois. Moi, je suis la page Facebook de Joker. Qui va ressortir The Host, qui on parlait du cinéma coréen, qui est excellent. Et je trouve intéressant j'ai l'impression que ces gars-là, c'est nous, quoi. Ils se font des kiffs, ils vont chercher des films vraiment qui ont un peu compté. Et peut-être que c'est aussi grâce à ce genre de personnes qu'on va pouvoir avoir accès à des films qui n'auraient jamais intéressé des plus grands majors de la distribution. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, on l'a dit, le NIF, c'est pas que du cinéma, c'est des tables rondes. Boris pourra nous en parler un peu après. Des ateliers, ça parle jeux vidéo, ça parle création au sens large. C'est quoi votre volonté avec ça? C'est vraiment de donner un festival accessible à tout et surtout qui est attractif à tout le monde. Tu peux ne pas forcément aimer le cinéma qui fait peur et puis te dire je vais quand même aller au NIF parce que je vais faire des expériences nouvelles. Exactement, puis c'est aussi d'ouvrir des discussions, de faire interagir des gens en fait, qui se connaissent peut-être pas ou qui s'admirent et qui d'un coup se retrouvent pour parler de mêmes thématiques qui ont irrigué leur création. C'est aussi de créer des corrélations entre différents domaines. Et puis, effectivement, il y a peut-être des gens qui adorent le gaming, mais qui n'aiment pas trop le cinéma de genre ou le cinéma fantastique, mais qui, du coup, seraient hyper intéressés d'aller écouter des créateurs de jeux vidéo français qui viennent parler de leur œuvre au festival. Puis 2023, de nouveau, vous allez encore aller dans cette voie-là? Ouais, c'est toujours assez l'idée. Ça dépend évidemment des thématiques et des angles des tables rondes, comme Boris le sait bien. Mais manga, là, vous avez envie d'intégrer peut-être du manga? Mais après, c'est quand même vite compliqué parce que c'est des méga stars au Japon, comme tu le sais. Par exemple, je rêve de faire venir une fois Junji Ito. Il y a un super artbook qui vient de sortir sur un mec que je vous conseille, qui est assez fascinant. Il a eu une exposition pour lui à Angoulême. Angoulême, bien sûr. Oui, comme tu dis, c'est des méga stars. Ça, c'est vraiment très compliqué. Voilà, typiquement, ce genre de personne serait génialissime une fois d'arriver à les faire venir. À Neuchâtel. Parle-nous, Boris, toi, de ton expérience NIF, parce que toi qui es de l'autre côté de la force, qui n'est pas derrière un écran, mais qui est plutôt avec des humains, en train de parler, c'est quoi le NIF Inside pour toi? Alors, j'aimerais dire quelque chose de préalable. Pour moi, le NIF, c'est vraiment assez extraordinaire parce que c'est un festival qui réussit un grand écart qui, d'habitude, est vraiment très, très casse-gueule, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. C'est-à-dire à réunir à la fois un public expert ultra méga pointu, c'est des sommités, c'est les meilleurs d'eux, c'est vraiment hyper pointu, et en même temps rester un festival populaire. Et ça, c'est pas pour faire compliment pour du compliment, mais c'est juste assez incroyable, moi je trouve, de réussir à être populaire avec quelque chose d'aussi pointu que le cinéma fantastique. Alors maintenant, ok, on est d'accord, c'est un peu plus à la mode, c'est un peu plus populaire, mais il y a 20 ans, pas du tout. Je veux dire, c'était vraiment pas c'est un festival précurseur, le c'est NIF. Ça, et ça, c'est vraiment assez incroyable parce qu'on le remarque effectivement dans la programmation cinéma, mais en fait à tous les niveaux. Je veux dire, la fête est cool, les bars sont chouettes, les animations à côté sont sympas. Il y a des films vraiment, peut-être pas, on va pas parler de grand public, mais en tout cas très très populaires, genre Alien, qui est projeté en open air. C'est quand même assez génial de voir ce type de film à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un grand écart que le NIF réussit parfaitement à faire année après année. Et effectivement, ça aussi, c'est une partie peut-être qui me concerne moi plus directement. C'est vrai que j'y anime des tables rondes, puis je fais
des recommandations pour inviter des écrivains, des auteurs de BD. Quand je dis recommandations, c'est en fait je mets du gras et de la couleur partout. C'est ta wishlist, wishlist Boris. Alors lui, j'aimerais vraiment le voir, donc on le fait venir. Il faut que tu le prennes, il est génial. Le NIF, c'est le Père Noël de Boris. Quoi. Moi, c'est plusieurs millions de budget à chaque fois que je demande. Hein. Bah, c'est normal. Évidemment. Non, c'est voilà, je m'occupe notamment de ça, et ça m'a permis de rencontrer des gens absolument extraordinaires, effectivement très éclectiques. Donc j'ai eu à la fois des auteurs de romans policiers, des sommités des littératures de l'imaginaire comme George R.R. Martin, Alain Damasio, Michael Moorcock, enfin vraiment des sommités absolues, de la bande dessinée, des créateurs innovants au niveau technologique. Il y a vraiment de tout, et c'est vrai que ça crée un écosystème que je trouve assez dingue, parce que pris séparément, chacun de ces éléments peut sembler sympa, mais sans plus, mais ensemble, c'est un tout cohérent que moi je trouve hyper stimulant, d'autant plus que tout est filmé pour les conférences. Ouais, j'allais dire, ça c'est vraiment très chouette, c'est que vous allez sur YouTube et vous pourrez retrouver ça. Exactement. Alors, vous n'avez pas le côté sympa des bars et le côté sympa de Neuchâtel, mais c'est vrai que c'est fort. Mais tout est filmé, en fait, ça permet justement aux gens qui sont pas là le mercredi après-midi ou jeudi après-midi pour voir une conférence intéressante, de s'y retrouver par la suite, et ça je trouve que c'est aussi un vrai service que le NIF propose et qui est vraiment super intéressant. Donc faut continuer, faut venir à ce festival, venez, c'est génial. Puis si tout ce qu'on a dit vous a pas encore suffi à aller maintenant chercher vos billets pour venir au mois de juillet à peu près, on va pas donner de date pour l'instant, mais autour du mois de juillet, je le disais, vous êtes très fort dans la com. J'ai ramené la publicité, le petit spot que vous avez fait l'année dernière avec un personnage qui était devenu un running gag avant chaque projection, parce qu'il faut savoir que le NIF, c'est vraiment ça qui est aussi fantastique, c'est qu'on va vous proposer de vivre dans une salle de cinéma ce que vous avez sans doute jamais vécu, ou alors aux rares occasions d'une avant-première Star Wars avec des sables laser, mais il y a vraiment une communauté, les gens sont un peu comme des fous avant les films, et ça c'est ce que je vais vous montrer là, c'est la vidéo de présentation, vous allez voir, c'est très sympa. Elle n'est pas toute noire, ne vous inquiétez pas. Tout d'un coup j'ai réveillé Coco en régie. On relance. Mais quand même, du coup, pour rendre à César ce qui est à César, c'est l'université de Neuchâtel en fait qui a créé cette pub il y a maintenant plusieurs années, et puis ils ont fait une sequel l'année passée avec ça, la 502 V502. C'est toujours assez drôle aussi quand on a des invités qui viennent présenter des films et autres, ils assistent souvent au début pour voir si la qualité d'image ou le son est assez fort, etc. Et souvent ils ont un peu peur quand ils voient la réaction des gens dans le public. Mon Dieu, les gens ils vont être comme ça pendant 1h30. Et ce qui est assez formidable, c'est qu'il y a effectivement cette ambiance assez unique, je trouve, de camaraderie, d'échange et de partage. Mais quand le film commence, je trouve qu'assez vite les gens... ils sont assez respectueux du film. Après, si le film invite à des interactions, parce que c'est un film ultra gore ou drôle, bah, évidemment, ça marche aussi. Mais c'est ce que j'aime bien. Je vais m'en occuper, moi, votre invité. Franchement, vraiment, venez si vous avez l'occasion. Si vous êtes OK, on va redescendre un petit peu, on va se faire une petite pause. Je vous ai ramené The Scenery of Season. C'est les 24 périodes solaires animées. Alors, c'est comme chaque année le géant chinois de la vidéo en ligne, Bilibili, qui fait produire diverses vidéos pour le Nouvel An lunaire. Et pour l'arrivée de cette nouvelle année du lapin, ils ont sorti un très beau court-métrage qu'on se regarde, et après, bagarre.
Ah, 公主好。Tadam, on est de retour. J'espère que ça vous a plu. Cette petite pause, c'est l'occasion toujours de vous faire découvrir un peu des courts-métrages. Et c'était sympa avec Loïc, on a pu, et avec Boris, parler des coulisses du NIF. C'est vrai que c'est hyper intéressant, ce monde du festival, ce monde du cinéma. Tu nous parlais des négociations avec la Chine, le Japon, comment ça se passe. Enfin, c'est comme d'habitude, on pourrait faire 2 heures rien qu'avec l'invité. Mais on te invitera vraiment quand il y aura la programmation. Tu viendras nous en parler. Là, du coup, on attaque ce qui s'appelle la deuxième partie de l'émission. Vous inquiétez pas, elle est tout aussi dense. Mais avant toute chose, on a vu, il y a de l'amitié entre vous. Hein. Mais ça, l'amitié, hein, elle disparaît vite. On la mesure après une bonne bagarre. La bagarre, la bagarre, la bagarre. Retour. Boris disait je vais me faire fumer. Pas sûr. Aujourd'hui, je vous ai pas fait un qui suis-je. Je me suis dit, on est entre cinéphiles. Je suis parti sur une autre idée. Je vais vous chacun 10 questions. Tu pourras choisir de commencer ou pas. Tous les 2 thèmes sont autour du cinéma. Mais si tu me réponds directement, c'est 3 points. Et si tu as besoin que je te donne un choix multiple de réponse, c'est 1 point. OK ? Il y a 2 thèmes, je l'ai dit. Donc, un questionnaire sur les réalisateurs de films, donc uniquement le réalisateur, et un questionnaire plus généraliste, avec d'autres questions. Il peut y avoir des questions réalisateurs, mais il y a d'autres questions. C'est du cinéma américain, c'est du cinéma français. J'ai pas mis trop de cinéma asiatique parce que je me suis dit je vais rester gentleman. Pour me donner une chance. Ouais. Voilà. Toi, tu peux choisir. Donc, si tu veux commencer, tu peux choisir si tu veux le questionnaire Only réalisateur ou si tu veux le questionnaire ouvert cinéma. Ah ouais, c'est... J'ai peur de dire réalisateur, mais après je vais... Enfin, ouais. Alors moi je donne... Comme j'aime beaucoup les invités, je donne un indice. Réalisateur, je pense que tous les films, tu les as vus. C'est sûr. Je pense que l'autre questionnaire, tous les films, tu les as vus. Seulement, il y a des questions qui sont peut-être pas liées à d'autres trucs. C'est assez simple, on n'est pas parti. C'est pas... Allez, je prends le réalisateur. Tu prends réalisateur. Allez. Tu joues en premier ou tu laisses la main, Boris? Qu'est-ce que tu préfères, Boris? Moi, vas-y, commence. Alors, je commence. Comme ça, je me fais humilier d'abord. Donc, normalement, il y a des buzzers, là, il n'y a pas besoin. Donc, je vais te lire la question. Si tu es capable de me répondre cash, tu tapes 3 points, comme je te l'ai dit. Sinon, je te fais 4 propositions. Et c'est 1 point si tu réponds juste. Ok. T'es prêt pour la première? Je suis prêt. Facile, hein, t'en as parlé avant. Qui a réalisé Le Voyage dans la Lune 1902? Méliès, Georges Méliès. 3 points. Qui a réalisé Annie Hall en 1978? Woody Allen. Oh, bravo. Qui a réalisé Un Prophète? Typiquement, genre de moment où je suis là. Ah ouais. C'est Audiard. Mais bravo. Pas le père, le fils. Ouais, mais bravo, je te l'accorde. Qui a réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack? Ça, c'est un piège. C'est un piège, effectivement. Selnick et non pas Tim Burton. Qui t'a dit? Selnick. Selnick, exactement. Henry Selick et non Tim Burton. Bravo. Je pensais, je me suis dit, celle-ci, c'est le piège du truc et tout. Qui a réalisé La Strada? Bah, ça, c'est Fellini. Bravo. Ouais, dis donc. Bon, là, facile. Qui a réalisé Blade Runner? Ridley Scott. C'est sur de questions des fois où t'es là, genre. Mais. Là, un peu plus dur. Moi, je l'aurais pas eu. Qui a réalisé Casablanca? C'est Miguel Curtis. Oui, bravo. Ah oui, je vous avais dit, je vais faire attention. Je vous l'avais dit. C'est là, la dernière. Bon, je pense qu'il va faire un all-in-one. Qui a réalisé Virgin Suicide? Sofia Coppola. Bravo. Bon, moi, je vais demander des aides, je vous préviens tout de suite. Je peux t'aider si jamais. D'accord. Pas mal. Bon, écoute, un sans faute pour notre ami Loïc. Mais tu verras, le tien est assez simple. Ah bah oui. T'aurais pu me dire ça avant quand même. T'es prêt? Oui, non, vas-y, oui.
On nous dit quelle culture. Bah putain, t'es le nouveau dieu du chat. Ah bah c'est culture Boris, geek, on prend des gens il est de la temps. contour, Boris, hein. ça fait 2 semaines qu'il... Non, il a perdu la semaine dernière. Ah, bah la non, dernière c'était fois. jeux vidéo, je me suis fait Ah, il s'est fait. La première fois, l'invité, il a pas... Mais là, ok. Bon, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Qui a réalisé Retour vers le futur? Zemeckis. Robert Zemeckis, bravo. Qui a réalisé In the Moon for Love? Avec nom composé, avec 2 O. Non, c'est pas un seul O. Non, un seul O. Tu peux demander 4 réponses. Wong Kar-wai. Oh, bravo. Il est allé le chercher au fond de lui-même. Quel acteur français joue dans X-Men Day of the Future Past? Alors, c'est Omar Sy. Bravo. Pour conquérir le marché français. Bravo. Et Fan Bingbing qui joue pour conquérir le marché chinois. Exactement. De quelle pièce de théâtre s'inspire West Side Story? Je ne sais pas. Donne-moi des possibilités. A. Hamlet. B. Macbeth. Macbeth, on dit, pardon. C. Roméo et Juliette. D. Richard III. Ok, alors j'ai vu West Side Story, je pense, il y a 25 ans. Enfin, de quoi il s'agit? Est-ce que c'est pas une histoire d'un amour impossible entre 2 clans qui ne s'aiment pas? Alors peut-être que ce serait Roméo et Juliette. Peut-être. Bien aidé par notre ami Loïc. Bon. Capulet Montaigu, c'est ça? On est dedans. Ah, j'aurais pas dû t'aider, t'aimes pas les comédies musicales. T'inquiète pas, j'aurais peut-être 2 questions bonus, rien n'est perdu. Vas-y. Quel est le secret du petit garçon dans le 6e sens? He can see dead people? Non, bah si, le petit garçon dans Simpson, il voit les gens morts. Il voit les fantômes, ouais. Les gens morts. D'accord, allez, je te l'apprends. Qui a réalisé Intouchable? Je crois qu'il faut me donner des possibilités. Tu l'as, Loïc? Je sais pas. Nakache et Toledo. Nakache et Toledo, qui t'offre ses 3 points. Merci. Bon seigneur quand même, hein. Quel est le plus gros succès mondial du cinéma français? Mondial. Ouais, donc un film labellisé French qui a le plus cartonné au monde. Donc pas l'inverse, hein, pas le film qui a le mieux fonctionné en France, le film français qui a le plus cartonné. Alors j'aurais plein de possibilités dans ma tête. Moi je pense à Astérix et aux Jeux Olympiques, qui avait fait pas d'argent en France, mais beaucoup d'argent à l'international. Tu veux 4 réponses, un choix? Attends. Un film avec Depardieu, peut-être? Non. Non. Je crois que Jean Reno est très populaire, on sait jamais. Ah, le Grand Bleu, tu penses? Non. Ou Léon? Donne-moi une réponse, sinon je te donne 4. Parce que, à un moment... Bon, donne-moi-en 4, vas-y. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ah, réponse B, Taken. Réponse C, Lucie. Réponse D, Taxi. Amélie? Eh non. De loin, Lucie de Luc Besson. Ok. Et oui. Tu l'avais? Non, je pensais à Amélie Poulain, moi, au début. Mais Non. Et c'est vrai que droit derrière, c'est Taken. Ok. Donc, Bon, des films qui sont pas en anglais. Oui, d'accord, mais voilà. Ta dernière Besson. question, elle est facile, tu vas la taper Finger in the Noise. Qui est le réalisateur et acteur principal de Danse avec les loups? Costner. Bravo. Est-ce que vous vous faites une petite bagarre sur... Un truc qu'il a pas, lui. Sans buzzer. Sans buzzer. Ouais. Allez, j'en ai 3. Ça marche? Ça marche. On fait une mort subite sur les 3. Quel est le métier de Jack Mayol dans le Grand Bleu? Pêcheur. Non, t'es éliminé. Ça serait con de dire plongeur. Chômeur. Non, plongeur en apnée. Non. Il vous en reste 2. Là, ça va aller très vite. Okay. Parce que je sais que Boris l'a, donc concentre-toi. Complétez le titre de ce film. H2G2, le guide du... Retard galactique. Non. Moi, je l'ai en anglais, je peux le dire. Ouais. Vas-y. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ouais, moi j'avais Voyageur Galactique en français. Mais si vous me dites qu'en anglais c'est routard, je te l'accorde. Alors, je pense que la première traduction c'était routard, mais il avait aussi plus raison. L'autostopper. Ouais, enfin Hitchhiker c'est l'autostopper. Dans le chat, on me dit Voyageur Galactique aussi en français. Je pense que c'était le routard la première version, mais peut-être que je me trompe. Mais c'est toi qui l'as eu en première. Mais il y a une dernière question qui compte pour quadruple, triple. C'est mort. Mais ça c'est là, il l'a. Donc là, ça va être rapide. On en a parlé avant. Qui
a réalisé The Host. Bonjour. Oh, double victoire, bravo. Oh, c'était fair play. C'était fair play. Ouais, Coco, on est d'accord, les deux ont gagné. Là, franchement, bravo, là, les deux Bon, au ont point, gagné. je me fais quoi. battre, mais l'honneur est sauf. Ouais. On te dit que tu aurais pu répondre 42 du coup pour H2G2, H2G2, ça aurait Très pu. bien, ouais. Bravo, franchement, là, même les buzzers n'auraient pas pu vous départager. Donc, je suis en admiration devant votre savoir. Maintenant que tu t'es battu, t'es prêt à nous parler? Ah, ça va être à moi, ok. Ça va être à toi. Mais t'inquiète pas, on a le temps d'un petit chapeau. J'en fais des bandes dessinées. Je vais faire de la bande dessinée. La bande dessinée? T'es devenu complètement con ou quoi? Cette connerie de BD sent-elle succès à des kilomètres? Je fais pas de BD. Même que j'en ai rien à foutre. Boris, donc après cette grosse bagarre où tu t'en sors pour finir pas si mal, Ça va. t'as pris quelques coups mais t'en as rendu. J'ai saigné du nez. On voit qu'il y avait de l'amitié, c'était un gentleman, c'était bien. En tout cas, grosse connaissance cinéma, vous avez tout mon respect, je crois que le chat est aussi assez admiratif. Donc tu vas reprendre ton rôle de chroniqueur pour nous parler bande dessinée. Moi perso, je n'avais jamais entendu parler de cette bande dessinée, donc je suis content de la découvrir. On t'écoute. Ok, donc pour cette chronique, merci de me passer la parole. On va rester dans la philo. On a parlé de philo un peu avec des triangles. Oui, bon, je vais rester sur ces triangles, j'adore cette phrase. On va rester dans la philo, mais on va même s'y plonger puisqu'on va parler de Socrate le demi-chien, une série en 3 volumes parue chez Dargaud entre 2002 et 2009, scénarisée par le très célèbre Johann Sfar et dessinée par le non moins reconnu Christophe Blain. Présentez-nous ces auteurs. Alors bon, Sfar, il est né en 1971, c'est une des figures complètement incontournables de la BD française de ces 20 dernières années. C'est un dessinateur, scénariste, écrivain, réalisateur à la carrière tellement vaste et éclectique que je vais uniquement me contenter de citer quelques titres parce que sinon ça va prendre des heures et puis on va rester sur les œuvres les plus célèbres ou celles que j'ai spécialement aimé moi parce que voilà. Sfar se fait notamment connaître grâce à sa série Petit Vampire, débutée en 1999. Il lance avec son compère Lewis Trondheim en 1998 la série Donjon qui est juste selon moi la meilleure série de fantasy jamais faite. Coco fait des grands signes. Dans le chat aussi, on a mis un cœur. La meilleure série de fantasy francophone jamais réalisée selon moi. Ouais, carrément. Sfar obtient son plus gros succès médiatique et public avec la série Le Chat du Rabbin qui a été débutée en 2002. Très connu ça. Bah oui, c'est une série qui parle de philosophie, de religion, de spiritualité appliquée. Puis l'auteur a lui-même assuré l'adaptation en animation en 2011. Dans sa gigantesque bibliographie, j'aimerais encore signaler quelque chose de moins connu, mais que moi j'ai beaucoup aimé, Brassens ou La Liberté, un livre d'illustrations et de chansons du sage et merveilleux poète de Sète, édité en 2011. Et puis, dans un tout autre genre, il a fait paraître en 2022 Commando Barbare. C'est un one-shot de fantasy humoristique et rôlistique, car Sfar est un rôliste chevronné. La BD Commando Barbare étant complétée par un roman et un jeu de rôle. Et là, j'aimerais dire, c'est quand même assez incroyable. À chaque fois qu'on creuse un peu, qu'on trouve des grands auteurs, c'est des rôlistes. Je sais pas, comme s'il y avait une espèce de fil rouge commun avec le succès. T'es rôliste, Loïc, un peu? Non. Non? Comment dire, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. C'est pas l'intérêt qui manque. En tout cas, dans le cinéma, ça marche, dans la littérature, ça marche, dans la BD, ça marche. Il y a quand même souvent un petit point commun entre tous ces gens. Dans la politique, ça marche aussi. Bien sûr que non. Parce que, non. Juste jamais Azriel, c'est pas Donjon, c'est pas ce qu'on voit à l'image. Ce qu'on voit à l'image, c'est le bouquin Socrate, le demi-chien que Boris est en train de nous présenter. Tout à fait. Et puis pour le dessinateur, Christophe Blain, c'est donc le dessinateur de Socrate, le demi-chien. Et je l'avoue, c'est un de mes dessinateurs préférés, actuels en tout cas. L'artiste est né en 1970. On lui doit notamment, dans sa carrière qui est aussi très très riche, plusieurs tomes de Donjon, mais aussi Gus, c'est une série de western très atypique. Isaac le pirate, c'est une magnifique série de piraterie vraiment aussi très atypique. Quai d'Orsay, c'est une géniale BD sur les coulisses du gouvernement français, ou encore le formidable Monde sans fin, une excellente BD pédagogique sur l'énergie et l'écologie, avec le célèbre Jean-Marc Jancovici au scénario. Alors j'arrête là, mais vous aurez compris, entre Sfar et Blain, on est dans le top du top de la BD française. Du coup, ça parle de quoi, le fils du chien? Enfin, Socrate le fils du chien. Le demi-chien. Le demi-chien. Tu vas comprendre pourquoi tout de suite. Donc on est dans la Grèce antique et mythologique. Héraclès, Hercule pour les latins, Héraclès est le fils de Zeus. Et Héraclès est un demi-dieu. Il a un chien, Socrate, fils du chien de Zeus.
Socrate est donc un demi-chien. Ouais, c'est la blague. Et ce chien a un pouvoir et une malédiction. Alors son pouvoir, c'est celui de la parole. C'est un chien qui parle, hein, donc. Et sa malédiction, c'est qu'il est philosophe. Et ça craint. Socrate ne peut pas s'empêcher de porter un regard sur le monde, de se poser des questions, tout en se gardant, bien entendu, de juger. 3 petits points, clin d'œil. Donc on a donc un duo avec Héraclès qui lui symbolise la brutalité, c'est les pulsions, c'est la violence, c'est la séduction superficielle. Il doit posséder notamment toutes les femmes, c'est vraiment un queutard, comme on pourrait le dire. Alors qu'à côté, le chien, Socrate, lui, il a un regard critique, cynique et candide, un regard sans illusion sur ce qu'il est, un chien. Alors pour l'anecdote, le chien, c'est l'animal totem, le symbole des philosophes cyniques, dont le plus célèbre est Diogène, qui, comme tout le monde le sait, n'habitait pas dans un tonneau, puisque c'est les Gaulois qui l'ont inventé. Il n'habitait pas non plus dans une amphore, il se baladait tout nu dehors, et on dit des cyniques que c'est la philosophie du chien, parce que le modèle de vie pour un cynique, c'est le chien, qui est en autosuffisance permanente. J'enchaîne. Le fils de Zeus et le fils du chien de Zeus parcourent cette Grèce mythologique, rencontre bien des femmes, parce que c'est un des thèmes centraux de la série, mais également Ulysse d'Ithaque, qui fuit le domicile conjugal après avoir passé tant d'années à vouloir rentrer chez lui, donc on se demande pourquoi, peut-être une histoire de femme aussi. Ou alors le petit Oedipe, le fameux du complexe, que Socrate a décidé d'éduquer pour lui éviter son destin funeste. Mais bon, on ne joue pas tellement avec les dieux ou avec le destin, vous le savez bien. On a donc de l'aventure, du drame, de la philosophie, de la mythologie, de l'humour, de l'amour et de la mort. Voilà les nombreuses thématiques abordées dans la série qui reprend en les détournant les récits classiques de la Grèce antique et le tout narré par un chien philosophe. Ça a l'air juste génial à part ça. Franchement, même je vois les images qui tournent, je suis allé chercher pour préparer cette chronique les différentes images, je vois les albums devant les yeux, ça a vraiment l'air d'être excellent. Et c'est vraiment très très bien. Alors, pourquoi il faut le lire, à part déjà toutes les bonnes raisons que tu nous as citées? Alors, la première pour moi, c'est le dessin de Christophe Blain, d'ailleurs colorisé par Audrey Chardel. On ne signale pas suffisamment souvent les coloristes, ouais. Alors que c'est quand même un rôle aussi primordial. Alors, pour moi, le dessin, il est juste parfait, de manière générale pour Blain, mais en tout cas là, spécifiquement pour ce récit mythologique. Petite particularité, on a une mise en page en gaufrier qu'on voit d'ailleurs défiler, donc c'est vraiment quand les cases sont toutes égales, elles sont réparties sur la page, un peu comme un grillage ou comme un gaufrier. C'est un type de mise en page et de découpage qui est particulièrement utilisé lorsqu'on veut mettre en avant le récit, la narration. Ça ne donne pas des scènes spectaculaires, mais c'est vraiment pour mettre en avant le récit. Chaque case est une scène, souvent commentée par Socrate, comme autant de sentences philosophiques, parfois illustrées par le dessin et parfois démenties par l'action qu'on voit. C'est-à-dire que de temps en temps, par exemple, Hercule est en train de littéralement forcer une femme, ou en tout cas lui courir après de manière plus qu'insistante, et Socrate est en train de faire un commentaire qui parle de la joie de la séduction chez les humains, si compliqué, il y a un décalage entre... Voilà, exactement. Ouais. Donc c'est ce décalage que crée justement Socrate, le demi-chien, avec ce regard de chien. Quelquefois, on est presque en fait comme dans les images d'Épinal, vous savez, ces images très classiques. Il y avait toujours un but d'édification de la jeunesse. Vraiment, le petit garnement qui fait passer devoir, il est puni, et puis après, il a des ennuis. Il y a vraiment une volonté d'éduquer. Et alors, en fait, là, sauf que c'est un adulte qui éduque. C'est pas un adulte, pardon, qui éduque, c'est le très ironique et très cynique Socrate. Donc, ça donne aussi de nouveau ce côté vraiment décalage avec cette philosophie du chien, des cyniques. C'est un récit qui parle d'amour, de désir et de femme. Et je signale ça parce que c'est un des thèmes centraux, mais aussi parce que Blain, il a un plaisir évident à dessiner la jante féminine. C'est gracieux. Les femmes sont belles, elles sont séduisantes. Vraiment, elles sont magnifiques, je trouve. Et ça contraste beaucoup avec la brutalité de Héraclès et finalement des scènes de baston où c'est vraiment des gaillards comme ça qui se tapent dessus, alors que les femmes, vraiment, elles sont vraiment très gracieuses. Et c'est un vrai plaisir de découvrir le dessin de Blain. Et puis, j'ai parlé du dessin, mais c'est évidemment... Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est le scénario. Et le scénario de Johann Sfar, il est juste génial, quoi. C'est malin, c'est inattendu, c'est très critique. Ça joue de manière assez jouissive avec les références classiques et les propos très modernes. Vraiment toujours aussi ce contraste. Mais il n'y a aucune morale facile ou du politiquement correct dedans, quoi. On est vraiment dans l'humanité, dans ce qu'elle a de complexe, de sale, de beau, de paradoxal, de laid. Bref, en fait, l'humanité telle qu'elle est, pas telle qu'on aimerait la voir. Et puis...
peut-être pour faire un parallèle avec le chat du rabbin, je trouve que c'est une version plus rude, peut-être un peu plus trash, plus dure en tout cas, de la spiritualité ou de la connaissance ou de la philosophie finalement, que dans le chat du rabbin. Il y a vraiment une version plus cynique, mais chat du rabbin, c'est un chat, donc vraiment il y a quelque chose de plus félin, alors que là, on est dans la philosophie du chien, c'est plus direct, c'est plus cynique, voilà, tout simplement. Mais, il y a un petit problème, c'est que c'est une série qui est inachevée. Il n'y a que 3 tomes, et clairement, en fait, ça se poursuit au-delà des 3 tomes, le récit. Alors, est-ce que c'est grave ? En fait, j'ai trouvé pas vraiment. C'est moins le déploiement du récit lui-même que j'ai trouvé intéressant dedans que les questionnements philosophiques qui l'accompagnent. En fait, ce que tu veux nous dire, c'est que ça serait un one-shot qui suffit à lui-même, parce qu'il ouvre déjà assez de pistes, de réflexions philosophiques qui suffisent sans avoir besoin d'avoir la fin de l'histoire. Mais oui, parce que finalement, les aventures d'Héraclès et du chien, c'est un peu un prétexte pour nous parler de l'amour, de la mort, des femmes, du pouvoir, du désir, du destin, etc. etc. Donc, le dernier tome se finit avec Oedipe, donc le fameux Oedipe de Corinthe. La pochette, elle est sans équivoque. On parle de femmes, c'est justement dans le temple à Corinthe où les femmes devaient être nues et se donner à la première personne qui venait pour pouvoir sortir du temple. Donc Oedipe est censé être élevé là-dedans et puis Socrate va prendre en charge son éducation. Je me pose une question, est-ce que le chien, de temps en temps, il se pose comme juge et critique de l'humanité ? Est-ce qu'il y a ce côté genre très moralisateur de le regard du chien qui trouve qu'on est juste des pauvres cons, les humains ? Alors oui et non. Je dirais oui parce que le fait qu'il pose un regard très dur, très cynique sur nous, évidemment, ça nous fait passer... désolé pour le terme, ça nous fait passer un peu pour des merdes. Oui, parce que moi, mon chien, c'est ce qu'il pense. Mon chien est tellement persuadé qu'on est tous des pauvres cons, puis que on a la chance de vivre dans le même monde que lui. Mais en même temps, je pense vraiment que c'est pas du tout un récit qui est moral, en tout cas pas moralisant, parce que... il n'y a pas vraiment de bon, il n'y a pas vraiment de méchant. Le chien lui-même, qui pourrait être très moralisateur, en fait, c'est un chien. Et il dit, je suis un chien, j'ai mes pulsions de chien, et je suis servile parce que j'aime mon maître, et je suis un chien. On n'est pas du tout dans il faut, tu dois. C'est plus l'humanité, c'est ça. Comment est-ce qu'on s'en sort et comment on s'en sort pas. D'ailleurs, est-ce qu'il faut avoir fait de la philo pour apprécier la série ? Pas du tout. C'est comme Anathème, en fait. Certes, c'est moins exigeant, mais dans les deux cas, on parle de philo, on parle de récit classique. Alors, ok, Anathème ou Socrate, le demi-chien, si on a les références, c'est cool, parce qu'on peut s'en amuser, voilà, c'est le clin d'œil, c'est le easter egg, tiens, je reconnais la référence, mais si on les a pas, on s'en fiche totalement. Ça n'a aucune importance pour comprendre le récit et comprendre ce qu'il veut nous transmettre. Je conclus, Socrate, le demi-chien, c'est vraiment une excellente série de Sfar, dessinée par le génial Blin. C'est une série qui vous invite à penser, mais sans se prendre la tête, en nous proposant simplement un certain regard sur le monde et sur l'homme, au travers des figures mythologiques et littéraires comme Héraclès, Homère, Ulysse, Oedipe, etc., etc. C'est une magnifique mini-série qui démontre parfaitement, en tout cas selon moi, que c'est pas parce que ça appartient au genre de l'imaginaire que ça va pas nous faire réfléchir sur des sujets qui sont aussi éminemment importants que le pouvoir, le sens de l'existence, l'amour, le désir, et il faut pas se mentir, la meilleure façon de trucider son prochain. Que des sujets importants. Toujours de la violence, du sexe, de la violence, la bagarre. Merci Boris, avec plaisir. C'est très intéressant et tu m'as vraiment fait découvrir quelque chose. Chouette. Pour le coup, toi, tu pourrais aller... Ouais, à fond, ouais. Aller demain dans une librairie. J'adore la mythologie en plus, donc... Ouais. Donc oui, clairement, quelque chose qui pourrait assez me séduire, ouais. En tout cas, moi je trouve... j'ai vraiment découvert ça avec toi, Boris, et je t'avoue que je pense me laisser... vraiment tenté par l'aventure. Blin et Sfar, c'est quand même un peu la combo. Je veux dire, quand on a un scénariste génial avec un dessinateur génial, généralement, ça donne quelque chose de plutôt pas mal. En tout cas, ça parle JDR dans le chat, ça a bien fait réagir ce que tu as dit. Super. Ça vous dit de passer de pages qui se tournent à des pixels qui s'animent ? Oui, parce que moi, depuis ce début d'année, enfin même depuis fin de l'année dernière, j'étais un peu moribond. Il n'y avait pas beaucoup de jeux qui sortaient, c'était un peu chiant. Puis là, j'avoue que ce week-end, fin de la semaine dernière et ce week-end, j'ai gamé, mais non-stop, quoi. Je me suis pris
3 games dans la face, donc je vous les ai ramenés pour vous en parler. Donc le premier, on regarde et on discute après. La peur, elle fait partie de nous. Elle influence notre destin. Si tu la fuis, elle te poursuit jusqu'au bout du monde. Oui, c'est très belles images, c'est très belle CGI. Tu l'as peut-être reconnu, Loïc, c'est du Square Enix. Hein. Donc ça s'appelle Forspoken. C'est une exclue PS5 par les créateurs de Final Fantasy XV. Alors c'est un jeu qui est en train de se prendre méchamment des mandales dans la tête parce que la presse bienveillante des influenceurs a décidé qu'ils n'aimaient pas ce jeu, donc ils ont décidé de le chier ouvertement dessus. Moi, je suis beaucoup plus contrasté. J'avoue que j'avais testé la démo qui m'avait un petit peu déçu. Je me suis dit, il y a beaucoup de boulot. Puis pour finir, le jeu est sorti donc dans sa version définitive, finale. Et c'est vraiment assez incroyable, quoi. En termes de gameplay. Alors, le jeu n'est pas parfait. Hein. C'est un jeu qui va nous proposer d'incarner un personnage féminin qui a été la motion capture sur l'actrice Ella Balinska, qui est une actrice plutôt de série ou de film un peu gnangnan, mais ils ont vraiment fait un vrai travail de motion capture dessus. Et elle va être propulsée dans un monde de magie. Et ce monde-là, cet open world, est vraiment un terrain de jeu gigantesque qu'on va pouvoir traverser un petit peu comme si on faisait du parcours. Plus on va avancer, le level up est vraiment sympa dans ce jeu. On va pouvoir au début, on saute à une certaine hauteur, on s'accroche au mur. Et plus là, on va débloquer un grappin. On peut vraiment quasiment slider sur la map. Tout se joue à coups d'élémentaires, le feu, l'eau, l'électricité qu'on va pouvoir combiner dans des combos. Et ce qui m'a plu, c'est que, par exemple, Final Fantasy XV, on me proposait déjà un petit peu cette action en temps réel, mais toujours dans les codes du RPG, dans un truc fermé, une espèce d'arène virtualisée avec des monstres. Et là, pas du tout, en fait. On est vraiment face à un open world comme Ubisoft pourrait le proposer avec un Assassin's Creed. Pas mal de biomes différents qui proposent vraiment quelque chose de différent en termes de visuel. Et vraiment, on va se balader là-dedans à affronter des monstres, affronter des zombies. Enfin, le bestiaire est assez sympa. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas besoin de monture, il n'y a pas besoin... Parce qu'en fait, on court tellement vite qu'au bout d'un moment, c'est vraiment hyper jouissif de s'accrocher et ça devient un vrai bonheur à traverser. Après, il y a quelques problèmes récurrents à Square Enix, malheureusement. C'est des dialogues assez peu inspirés, souvent. Ils ont, à mon avis, beaucoup de retard par rapport à... On parlait de CD Projekt, The Witcher ou d'autres qui, aujourd'hui, Bethesda, dans le RPG, style Morrowind et tout, ont vraiment compris l'importance de la quête secondaire. Là, c'est beaucoup de quêtes FedEx pour les quêtes secondaires. Par contre, l'intrigue principale est bien faite. Le monde dans lequel on nous plonge, si ce que vous voyez les images, c'est donc du in-game. Hein. Donc l'univers qu'on nous propose est assez cool. C'est un univers fantastique, science-fiction qui mélange un peu les deux. Elle vient de notre époque contemporaine. Elle se fait donc propulser dans ce monde-là. Il y a un peu tout à apprendre. Il y a vraiment ce problème de rythme. Tout d'un coup, on va parler à un PNJ et ça va être vraiment... un plan sur le PNJ, un plan sur nous, un plan sur le PNJ, un plan sur nous. Il n'y a pas de dynamique, il manque de la réalisation, il manque un petit peu d'ambition dans les cinématiques et dans la narration. Mais de nouveau, quand on reprend pas en main, c'est vraiment génial, quoi, de pouvoir s'amuser. On va jeter de l'eau qu'on va geler derrière pour rebondir dessus, on va prendre un lasso de feu. Enfin, vraiment, je vous le dis, comme ça se joue, quoi. Il y a vraiment un feeling pas en main qui est cool. Et en plus, ça fait plaisir, c'est un vrai jeu PS5, quoi, donc qui a vraiment la gueule d'un jeu PS5, et il est temps, hein, mais voilà. Après, c'est vraiment un jeu qui se fait détruire par la presse. Moi, je suis beaucoup moins sévère parce que j'estime qu'il y a beaucoup d'autres merdes qui sont adulées qui sortent, ou des jeux qui se prennent vraiment des super notes. Et on voit aussi qu'on est dans une période où un jeu... si le service de presse a mal été fait, le bon influenceur ne l'a pas reçu au bon moment. Enfin, là, on est vraiment clairement, pas que je veux absolument taper sur les influenceurs, mais là, on est clairement là-dedans. Beaucoup, en plus, parlent du jeu en n'ayant joué qu'à la démo. Jusqu'à là, beaucoup qui n'ont pas joué à la version finale, qui a quand même corrigé passablement de bugs. En tout cas, voilà, ça s'appelle Forspoken. Ça, c'est prix plein. Ce sera bientôt, vu comme il se fait détruire, moins cher vers les soldes d'avril. Donc, attendez, mais considérez-le si vous aimez les JRPG japonais, les personnages un peu hermaphrodites comme ça. Mais là, vous voyez, hein, on saute, on s'arrête. Enfin, il y a un côté vraiment assez sympa à faire. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à Spider-Man ou Infamous pour ceux qui ont les refs sur PS5. C'est plutôt sympa. Un autre jeu qui est arrivé, mais que je me suis pris dans la figure, j'ai rien vu venir. Je vous parlais au début de l'émission de Microsoft et de notre ami
Phil Spencer qui parlait des nouveautés. Et il a dit tout d'un coup, pour vous montrer qu'on est de super bonne foi, ce jeu-là, on vous le présente, et tac, il est dispo tout de suite. Et je me suis dit, putain, ok. Et ce qu'ils ont présenté, c'est ça. Et j'y ai joué juste après. Regarde. Yep, c'est moi. Vous vous demandez sûrement comment je me suis retrouvé là. Plutôt naturellement, en fait. Vous êtes prêts? J'ai un lecteur dans le torse. Ça alimente mon nouveau bras. Ça me met tout en rythme avec la musique. C'est la première fois que j'ai le sentiment de vivre un animé, en fait, un dessin animé. Alors, le cel shading, ça existe depuis longtemps. Il y a plein d'excessivement beaux jeux. Mais là, c'est la première fois qu'on me fait cette proposition-là. Ça s'appelle Hi-Fi Rush. C'est un jeu d'action et de rythme rock'n'roll, c'est comme ça qu'ils le vendent. C'est édité par Tango. Tango, c'est un nouveau studio qui est dirigé par le papa de Resident Evil 4, qui nous avait fait The Heavy Racing ou encore Ghostwire Tokyo, que j'avais beaucoup aimé. Donc de quoi ça parle, Hi-Fi Rush? En fait, on est ce jeune gars que vous voyez à l'écran. Il rêve d'être une rockstar. Le problème qu'il a, c'est qu'il a un bras qui est foutu, donc pour jouer de la guitare, c'est un peu de la merde. Et il décide de s'inscrire à un programme qui s'appelle Armstrong, qui permet en fait de mettre des prothèses. Tu deviens une espèce de cobaye dans une ville robotique. Et donc du coup, lui, il est tout content. Il va vers... c'est à la chaîne, hein, donc vous vous asseyez dans une espèce de cuve, on vous met, puis on vous greffe le bras. Puis lui, il a toujours un MP3 avec lui où il écoute de la musique. Puis par un concours de circonstances, au moment où il va se faire greffer son bras, son MP3 lui tombe sur le torse. Il a donc bel et bien un bras robot, mais à la place de son cœur, il a du coup un MP3 qui va jouer en non-stop tous ses hits et qui va donner en fait au monde qui l'entoure toute une dynamique de son qui va rappeler le tempo. Et son bras, il va pouvoir le transformer en guitare. En fait, il a une arme qui va pouvoir transformer en guitare. Et son but, ça va être de s'évader parce qu'il est considéré comme une anomalie vu que tout ne s'est pas passé comme prévu. Et il va devoir s'enfuir de cette espèce de ville robotique. Il va devoir tabasser la personne du marketing, tabasser la personne de la recherche et développement. Et ce qui est génial, c'est que pourquoi est-ce que je vous parle de jeu rock'n'roll et de rythme, c'est que c'est vraiment un jeu de rythme. Ça veut dire qu'on pourrait dire, bah tiens, c'est un de ces jeux, comme on en a vu tant, où on bourrine. Eh ben non, il y a tout un tempo à avoir. C'est-à-dire que les combos que vous allez faire, imaginez, vous êtes face à un jeu Guitar Hero comme ça, tin, 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 et ben là c'est la même chose. XXX triangle, XXX triangle. Enfin, il y a vraiment un côté de... On va devoir jouer dans le tempo, et plus on va faire des combos dans le tempo, plus ça va être rock'n'roll, et plus on va pouvoir faire des trucs dévastateurs. Et très vite, on va être rejoint par un petit chat robotique qui est piloté par une nana à distance, qui lui va nous permettre de pouvoir faire des fins d'action grandioses. Ce qui est génial, c'est que c'est vraiment un univers cartoon hyper inspiré, c'est hyper propre. C'est des Japonais qui font ça et pourtant ça ne ressemble pas du tout à du manga comme on pourrait s'imaginer. Ils ont fait un parti pris différent. C'est hyper coloré, c'est hyper pulp, c'est hyper flashy. La bande son est géniale. Il y a d'ailleurs un truc qui m'a fait marrer, c'est que tu peux choisir de mettre, si tu veux twitcher, tu peux mettre une autre version avec que des musiques libres de droit parce que sinon bah, ils ont du Iron Maiden, il y a du Guns dedans et tout. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et vraiment la bonne surprise, c'est que déjà il est gratos sur le Game Pass. Donc alors bien sûr gratuit, on s'entend, il faut payer le Game Pass, mais bref, il est dispo Game Pass. Et c'est vraiment hyper rafraîchissant, quoi. Ça se joue. Il y a vraiment un côté, moi j'ai une vieille référence, joueur de Dreamcast, Jet Set Radio, peut-être pour ceux qui se souviennent, c'était un jeu où on slidait puis on faisait des graffitis qui étaient très dans cette idée de graphisme. Il y a un côté Jet Set Radio. Et il y a vraiment un côté, il y a rien, aujourd'hui il n'y a pas d'autres jeux qui te proposent ça. Alors il y a quelques problèmes de gameplay, la lourdeur du personnage, il est très bon en combat, il est très lourd aux plateformes, des fois tu rages parce que tu loupes 10 fois ton saut. Après le système de rip-up est bien fait, puis le rythme au début c'est pas forcément évident, d'ailleurs tu peux mettre une espèce de barre à rythme en dessous si au début tu n'arrives pas, qui va te permettre de voir le tempo comme vraiment dans un jeu musical. Franchement, considérez-le si vous aimez le délire. C'est hyper bien écrit, c'est intégralement traduit en français, avec un vrai travail en plus sur les doubleurs. On se fout pas de notre gueule avec Hi-Fi Rush. J'en suis à 7-8 heures de jeu. Je me suis pas lassé pour l'instant. Une ou deux fois ma copine s'est arrêtée en venant au salon en disant ah putain ça a l'air bien. Donc ça c'est un bon signe ou pas? C'est plutôt un bon signe, oui, c'est plutôt un bon signe parce qu'elle c'est la championne pour me dire ça a l'air bien. On commence ensemble et puis on le finit jamais. Puis du coup j'ai une tonne de jeux en cours où c'est marqué il faut finir avec ta copine. Donc là c'est pas le cas. Elle a pas été jusque là, mais bref. En tout cas très
très pop, très flashy. Moi, j'ai vraiment bien aimé le délire. Je vous le conseille. Le design est vraiment super bien. Ouais. Franchement, ça, c'est vraiment intéressant. Je trouve. Ouais, c'est vraiment sympa. Le premier qui nous a montré qui est bien plus beau, on va dire, bien sûr. techniquement. Mais qu'on a déjà vu. C'est ça. Ça, il y a vraiment quelque chose. Ouais. Il y avait un jeu sur Xbox qui s'appelait Sunset Overdrive. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, qui était un petit peu dans le même délire de couleurs. Mais là, vraiment, la proposition, c'est la première fois qu'on m'en fait une comme ça. Et il y a un autre jeu qui était déjà à l'époque un énorme coup de cœur pour moi en 2008. Et oui, ça nous rajeunit pas. Mais qui est ressorti, on parlait des remakes. Hein. Mais quand c'est fait comme ça, on en veut plus. It's all falling apart here. Hey, Isaac. Coming? Where is everybody? Le grandiose Dead Space, vraiment cultissime jeu. Souvent Boris nous parle de livres qui sont références dans la science-fiction. Pour moi, Dead Space, c'est le jeu vidéo de référence, mélange survival horreur, science-fiction. C'est vraiment un jeu qui, dernièrement encore, le mois dernier, il y a Calypso Protocol qui est sorti, qui était un jeu qui avait la prétention de marcher sur les plates-bandes. On voit quand même qu'on dit que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Je vous confirme. Là, ce qui est génial, c'est que ce Dead Space Remake, au-delà d'être une grosse dose de nostalgie, c'est un vrai nouveau jeu. EA a donné ça à Motive Studio, qui est un studio qui a été développé spécialement pour travailler sur les remakes de jeux. Et ils n'ont pas simplement repris le jeu de 2008 et ils ont collé quelques belles textures 4K en disant bah, super, on met du ray tracing, c'est génial. Non, ils ont refait intégralement le jeu, ça se voit. On se rend compte aussi que en 2008, ce jeu, il avait déjà changé la donne. Et aujourd'hui, franchement, j'en parle comme ça, parce que c'est, je pense, déjà un GOTY en puissance pour cette année, alors qu'on est au mois de janvier. J'ai commencé à y jouer samedi soir, j'ai fini tout d'un coup à me dire vers 5h du mat, putain mais Laurent, t'as plus 12 ans. Et c'est vraiment tout ce que j'aime dans le jeu vidéo. Ouais, vas-y. Non, bah en fait, pardon, hein, effectivement, moi, Dead Space, je connais, j'y ai joué notamment aux deux. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est Warren Ellis qui a travaillé là-dessus. Puis Warren Ellis, c'est un des tout grands scénaristes anglais qui faisait partie de l'invasion britannique. Et c'est peut-être pas pour rien, en fait, si le jeu est resté aussi longtemps dans nos cœurs, c'est non seulement de sa qualité, mais aussi parce qu'il y a des auteurs qui étaient derrière et pas juste des tâcherons qui faisaient des quêtes FedEx, comme tu dis. Bah là, c'est pas pareil. Ah, bah c'est clair, il a largement dépassé le jeu vidéo. Hein. Il y a eu un dessin animé qui est sorti, enfin une espèce de comics. Il y a eu des romans. Enfin, c'est vraiment. Mais après, il y a eu le 2 qui était bien, et avec le 3, ils se sont perdus. Mais voilà, c'est un peu le problème. Mais c'est vrai que le survival horror, actuellement, Resident Evil règne un petit peu en maître absolu parce que c'est comme ça. Mais on avait peut-être trop vite oublié Dead Space avec son scénario incroyable. Donc pour rappel, hein, on va jouer Isaac, un technicien qui est envoyé sur un vaisseau gigantesque qui s'appelle l'Ishimura, qui est un vaisseau qui est censé coloniser des nouvelles, enfin aller vers des planètes, collecter des ressources et les ramener sur Terre. Plus de nouvelles de ce vaisseau, ils arrivent avec une équipe de sauvetage. Très vite, on va se rendre compte que plus personne ne répond, l'équipage n'est plus là, remplacé par des créatures qui vous foncent dessus sans vraiment vous demander si vous avez vos papiers. Donc ambiance assez angoissante, on est séparé de son équipe. On va aussi apprendre assez rapidement qu'ils ont trouvé une espèce de vestiges extraterrestres qu'ils ont ramenés dans leur vaisseau, qui serait peut-être la source de ces transformations. Et Isaac va faire des allers-retours dans ce vaisseau à travers un système de navettes, de métro interne. Et je parle d'aller-retour, mais c'est jamais péjoratif, c'est vraiment exceptionnel parce qu'il y a une vraie logique. Le côté, on parle souvent de Metroidvania, il faut revenir quand on est plus fort. Il y a ce côté-là. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que pour une fois, on n'a pas besoin de tirer bêtement sur les mobs pour les tuer. Il y a tout un système de découpe, c'est-à-dire que ces monstres sont hyper résistants et qu'on a une arme, c'est un cutter plasma qui va nous permettre, on va pouvoir choisir l'inclinaison, tirer à la verticale ou à l'horizontale pour démembrer le monstre et le finir. Il y a d'ailleurs un arsenal qui est vraiment génial, un rayon laser et tout. Et c'est surtout l'ambiance. Cette version, elle est plus belle que jamais. Ça a été développé avec un moteur graphique maison qui est somptueux. Les effets de lumière sont incroyables. Il y a des moments où je me suis simplement arrêté avec une hélice derrière qui tournait et une sensation de brume et de luminosité dans ce couloir. J'avais pas envie de faire un pas de plus parce que tu sais que, d'ailleurs, le sound design, déjà en 2008, était incroyable. Il est encore amélioré.
En plus, ils ont fait des choix très sympas. Souvent, les remakes sont assez fainéants. On reprend le jeu, on réfléchit pas. Là, ils ont déjà intégré des personnages qui apparaissent dans le 2 pour une cohésion de narration. Ils ont mis des nouveaux mécanismes. Ils ont rajouté des quêtes. Mais dans ce jeu, une quête, c'est quoi? Ça va vraiment être typiquement quelqu'un qui va vous faire un message radio. Vous allez vous rendre là-bas, vous allez vous rendre compte qu'il s'est passé un truc. La narration, elle se fait autant par l'image que justement par le son, par ce qu'on entend. On récupère plein de trucs à écouter, mais c'est pas barbant, on doit pas ouvrir son inventaire, puis pendant 1 heure on doit lire un texte, ça se fait via des petits clips. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment un jeu. Son seul défaut, c'est qu'il est plein pot. C'est vraiment un jeu, pour le coup, ils ont décidé de le vendre, alors à juste titre comme un nouveau jeu, mais ça fait un petit peu mal au sac. Ils ont intégré directement le New Game Plus dessus, ça c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a 2 fins, alors qu'à l'époque il n'y en avait qu'une. On va pouvoir le retraverser avec cette sensation de puissance du power-up et puis avancer. Mais vraiment, moi ça fait longtemps en tout cas dans l'horreur que j'ai pas frissonné comme ça. J'ai fait Callisto Protocol, que j'avais bien aimé, mais tout d'un coup, je me suis dit, ah ouais, quand même. C'est pas Dead Space, quoi. Là, j'étais heureux. Je sais pas si dans le chat. Je joue pas sur console, j'arrive pas à utiliser la manette, j'ai besoin d'un clavier et d'une souris. Bon, ça c'est un peu souvent le problème. Après, c'est le genre de jeu. La qualité d'écriture, moi je trouve assez exceptionnelle pour Dead Space, parce que honnêtement, il y a rien de plus chiant que d'avancer dans des couloirs avec des monstres qui nous tombent dessus, parce que ça fait peur 30 secondes. Et puis après, on avance. Oui, puis là, il n'y a pas de jumpscare, c'est ça qui est très bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de jumpscare. Le frisson. Un petit peu, non, dans les souvenirs. Ouais, mais pas vraiment. Tu es d'accord qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est devenu un peu le lieu commun, quoi. Tu ouvres une armoire, t'as un truc qui te pop dessus. Là, il y en a, mais c'est toujours, comme le disait Boris, c'est malaisant, de la narration. C'est surtout d'ambiance avant tout. Puis c'est surtout un huis clos, tu vois, on est vraiment enfermé dans ce vaisseau. Alien. On se rend compte, à un moment dans le jeu, le vaisseau commence à être attiré par la gravité de la planète. Donc, en fait, il y a un côté non-retour qui est vraiment angoissant. Et c'est vraiment un très bon jeu. Donc, Dead Space Remake, c'est sorti chez Electronic Arts sur PS5. Et c'est chaudement recommandé par Culture Geek. Mais comme Ethan Ify Rush est chaudement recommandé, et Forspoken est moyennement recommandé, mais quand même. Voilà, je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Ça me donne envie d'y rejouer en tout cas. Ça donne envie d'y rejouer. Toi, typiquement avec le NIF, j'imagine que c'est clairement le genre d'ambiance, le genre de projet qui te parle. C'est quelque chose qui intéresserait, ça, en termes de programmation, projeter du jeu vidéo, parce que c'est... Des let's play. C'est quand même assez... Je sais pas trop à savoir à quel point ça intéresse les gens, j'avoue. C'est pas sur Twitch, tu vois, quand même le succès qu'a. Regardez, est-ce que les gens se déplaceraient? D'ailleurs, Twitch, c'est quoi votre rapport à Twitch au NIF? On n'utilise pas vraiment. Ok. Outil d'avenir? Je pense, ouais. Ou c'est une question de droit? Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui, votre métier? Non, plutôt outil d'avenir pour qu'on n'a pas trop intégré, je pense, dans les premiers temps, mais qui ferait sens, quoi, en tout cas. Ouais. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir, Loïc. C'était vraiment hyper intéressant. Je vous rappelle, donc on n'a pas les dates, mais restez... 30 juin au 8 juillet, moi je les ai les dates. 30 juin au 8 juillet, ah ouais, j'étais pas sûr qu'ils... Alors j'avais les dates, mais j'étais pas sûr qu'elles étaient officielles. Donc 30 juin au 8 juillet, ça se passe du côté de Neuchâtel, ça s'appelle le NIF. C'est vraiment super, vous y croiserez sûrement autour d'une bière notre ami Loïc. N'hésitez pas à aller lui dire bonjour. Venez voir des films, venez boire des bières, profitez de l'open air. Venez vivre la culture, cette belle culture, et vous la faites rayonner tellement bien qu'on vous remercie pour ça. De toute façon, si vous avez quoi que ce soit comme question, il y a toutes les bonnes infos sur votre site. J'ai dit vous êtes très bon en termes de communication, donc ce sera difficile en tout cas de dire que je savais que j'ai pas trouvé l'info. C'est sûr que vous allez la trouver au cas où vous nous demandez. On te fera revenir pour nous parler de la prog. Et explorer les archives du NIF, où vous allez voir, il y a des choses incroyables en vidéo. Vraiment, et allez sur YouTube, vous allez voir la bouille de Boris en train de raconter des trucs super, avec des gens super. Donc, surtout des gens super. Donc voilà, en tout cas, c'était, comme je l'ai dit, un plaisir de t'avoir. J'espère que ça t'a plu. Plaisir partagé, ouais, à fond. Boris, merci beaucoup pour les belles découvertes que tu nous as encore une fois fait aujourd'hui. On se congratule quand même pas mal, mais c'est vrai qu'on aime bien normal, se mutuellement. Donc, voilà. Je trouve qu'en fait, c'est des médias sur lesquels on valorise un peu l'humain. Moi, je vous remercie aussi à vous, chat, parce que ce soir, les gens ont interagi, ont donné leur avis, ont discuté. Cette émission, elle a une deuxième vie sur YouTube. Alors, la dernière, malheureusement, on a quelques problèmes pour l'instant de droit. Les ayants droit n'ont pas aimé qu'on mette certaines choses, mais on va régler tout ça. Ce ne sera pas un problème. Vous retrouvez Geekipedia aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas. Puis vous retrouvez surtout toutes les belles choses qui sont faites sur cette chaîne, du jeu de rôle en direct, plein de peintures sur figurines. Enfin bref, c'est une chaîne qui vous propose son lot de belles surprises à découvrir. Nous, on se retrouve dans 2 semaines, si tout va bien. Et voilà quoi, je pense qu'on sait tout dire. Un dernier mot, Boris? Sayonara. Un dernier mot, Loïc? En taïwanais? Zaijian. Quelle culture! Culture geek, hein. Culture geek.
En tout cas, cultivez Ciao, votre ciao. imaginaire, les amis. À bientôt. Prenez soin de Ciao, vous. ciao. Bye bye.